Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour ce nouvel épisode sur TEW 2016. On est en mai 2000. Bah non, 1999. Mais bon, là on est bientôt en mai. On est même en mai 2022. Un épisode tous les 4 mois. Est-ce que c'est pas bien comme série? Est-ce qu'on n'est pas frais? Est-ce que vous y attendiez? Alors oui, si vous me suivez sur Twitter, j'avais fait des annonces, j'en avais parlé sur Twitch. Mais ça y est, on reprend cette série de manière régulière. Ça, c'est encore autre chose, hein. Ça, je peux pas véritablement vous dire. C'est vrai que là, les derniers mois ont été particulièrement chargés entre l'actualité du catch, la sortie de WWE 2K22, il y a également une série qui est en cours sur le Moin My GM, qu'on tourne sur twitch.tv/Sturi316. Mais là, vous avez l'exclusivité c'est ça le catch, la série la plus longue du C'est ça le catch game. C'est long. Puis c'est des longs épisodes également, vous le savez. Et puis j'ai une pensée également toute particulière et toute émue pour tous ceux qui ont rejoint la chaîne entre-temps. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis 4 mois, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés. Vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe Sturi, qu'est-ce que tu fais avec cette coupe de cheveux ridicule. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu fais face à ces écrans bleus, noirs et jaunes? Je joue à TEW, à savoir l'équivalent du Football Manager du catch. Dans cette série historique où nous avons décidé de refaire l'histoire, de la changer. Nous sommes partis en 1995 avec la ECW dans l'espoir bien entendu de la changer, de la sauver. Et en effet, cette ECW, on la sauve totalement. Ah mais non, mais c'est même pas la sauver là, c'est là. Il se passe des trucs totalement dingues. On reste quand même hiérarchiquement la 3e plus grosse compagnie mondiale derrière WWF et WCW. Nous mettent des sacrés bâtons dans les roues, comme par exemple WCW, ils nous ont recruté, ils nous ont volé The Rock. Ah, parce que The Rock, il faut le savoir, dans cet univers-là, il a été chez nous. Ah, on a tout créé, le mouvement de Rocky Maivia à The Rock, à la plus grosse star du sports entertainment, le catcheur le plus électrisant, on nous l'a volé le mois dernier, lors du dernier épisode. Ah ouais, c'est dur, c'est dur. Et encore, je risque d'avoir d'autres coups de Trafalgar qui vont se produire peut-être dans cet épisode, puisque pour ceux qui ont quitté l'épisode numéro 55 avec cette grosse information, je vais dans mes mails. Comme vous le savez, monsieur Hayabusa a reçu une offre. Alors Hayabusa, quand même un catcheur qu'on a particulièrement bien façonné dans cette ECW, reçu une offre de la part de WCW, et là c'est pas bon. Là, c'est pas bon parce que j'ai peur que Polo nous mette des bâtons dans les roues. Au niveau des offres, on a... Pour ça, je commence tout de suite par ça. Pour les offres de tournée européennes et japonaises, eux, ils iront se faire voir. Mais quand même, voilà, 25 300 $ proposés sur un contrat de 3 ans. Il va falloir contrer absolument tout ça en proposant... Bien évidemment, on va proposer quoi? 26 000 $. 26 000 $. 26 000 $, voilà, on va aller les chercher. 26, on va pas se positionner non plus beaucoup trop haut pour avoir un petit peu de marge, mais j'ai peur qu'en plus de ça, Hayabusa, qui est notre champion de la télévision, se fasse pécho par ces méchants de la WCW qui nous volent nos catcheurs. Alors malgré qu'on soit un petit peu en mode, là en ce moment, le pognon, c'est illimité. Le pognon, c'est costaud. Le pognon, on a 22 millions de $ sur le compte, mais malgré tout, Paul Heyman, notre dirigeant, aime nous dire: on donnera pas plus. Et oui, ça casse les couilles. Moi, je suis que le booker. Je ne suis pas du tout le propriétaire de la structure. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un jour un putsch et de prendre la place de Paul Heyman à la tête de la compagnie. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Mais je fais en sorte que il y a un petit contexte, il y a une petite notion de réalisme dans ce jeu. Make new offer, on est parti. Je fais ma proposition. Il accepte ses termes. Il considère sérieusement mon offre. À moins qu'une meilleure se propose pour lui à l'avenir. Je me doute en plus de ça qu'on va lui en proposer une meilleure. J'espère que je pourrai suivre. C'est tout ce qui m'importe. Très bien. Alors, la suite de cet épisode, on est parti, bien entendu, sur de nouvelles bases, puisque comme vous le savez, au niveau des championnats, le champion de la branche Hardcore TV n'est nul autre que Brian Pillman, qui a défait Sexton Hardcastle pour ce championnat lors du dernier pay-per-view. Ce mois-ci, nous allons avoir Hardcore Even en 4e semaine. Le champion de junior est toujours monsieur Billy Kidman, qui n'a pas défendu son titre, et qui n'a pas véritablement de programme. Le championnat de junior, c'est un petit peu le... On verra bien.
Le championnat télé, c'est désormais détenu par Hayabusa, qui l'a pris à Chris Benoit. Le champion du monde, alors attention, champion du monde du côté de Extreme Zone, c'est Monsieur Bret Hart. Incroyable, Bret Hart qui a fait son arrivée dans la compagnie le mois dernier. Tout de suite, challenger, il a pris le titre de Christian Cage. Qu'est-ce qui va se passer? Bret Hart qui catch rouillé, hein, vous le savez. Hein, Bret Hart, il est là surtout pour le prestige. Les champions par équipe, et les nouveaux même champions par équipe ne sont nuls autres que les Hardy Boys. Je crois que j'ai un programme en cours, les Hardy Boys, avec notamment les Dudley Boys. Et il y a le X-Race Tournament. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais faire le prochain tournoi X-Race Tournament. Si la série se poursuit, vous le savez. Oui, ils sont en rivalité avec les Dudley Boys, donc ça c'est très bien, ça va me faire des matchs de fifou. Dudley Boys, Hardy Boys, c'est une storyline qu'on a fait souvent, en effet, qui scelle un petit peu, tu vois, l'esprit autour de cette immense rivalité très populaire, notamment dans le vrai monde, à la WWF au début des années 2000. Et ben on est parti, j'avance, je pars au booking du premier Hardcore TV, en espérant bien entendu que Hayabusa, je me doute, c'est qu'il va y avoir une offre qui va contre-attaquer dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes, c'est parti, voilà, des offres de contrat sont proposées à Hayabusa. EWP, bon, eux, ils vont se faire aller, ils vont rien prendre. Hayabusa, WCW, bien évidemment. Le deal pour Hardcore TV, mais là, je pense qu'on a fait le nécessaire pour les deals TV, là, j'ai tout récupéré. Broadcast deal, voilà, c'est là. La nouvelle offre, elle est ici, nouvelle offre de WCW pour Hayabusa. Et ils ont donc altéré les termes du contrat. On va aller voir ça tout de suite. Negotiate. L'offre, cette fois-ci, elle passe. Donc Eurostar, European Wrestling Promotion, là c'est... Oh 36 180 $. On va pas pouvoir lutter. Ça va nous faire une The Rock. Je vais pas pouvoir conserver Hayabusa. Ah là, même avec... là, si je propose 37 000... Là, si je propose cash... Là, Paul Heyman, il va faire... 29 680, c'est le maximum que je peux lui proposer. Écoute, je ne pars pas perdant. S'il faut le tenter, je le tente. Mais j'y crois pas. 29 980 $. C'est mort, on va pas pouvoir le faire, on va pas pouvoir le garder. Pauvre Hayabusa, qui va devoir aller se battre avec les gens là-bas, là. On va essayer quand même 30%. Je vais mettre quand même une prime max. Make new offer. Ça fait partie des deux offres intéressantes. Ah non, même pas. J'ai une meilleure offre de la part du jeu de compagnie. Alors, à moins que tu améliores ton offre, je préférais cette option. Et ben écoute, on va perdre Hayabusa, les amis. C'est fait, c'est sûr, c'est décidé. C'est Hayabusa qui a été quand même un des catcheurs qu'on a le plus bâti dans cette compagnie. Regardez-moi ce qu'on avait fait avec Hayabusa. Quand on regarde un petit peu le track progress, le mec est devenu trop cool. Le mec est devenu un brawler hors pair. Bon, 69, ça va encore. Flashiness. Après, moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'également en termes de performance, au niveau voilà, des basiques de la psychologie, le mec est passé en psychologie à 98. Catcheur hors pair, excellent worker. Sur un aspect physique, regardez ça, l'athlétisme était super bon, et puis surtout il est devenu super populaire. C'est dur, c'est très très dur. La popularité, regardez le track progress de la popularité d'Hayabusa, il y a encore un an, le mec il était à 36 par exemple dans les Grands Lacs, il est passé à 68. C'est une superstar, c'est devenu une superstar, et là on va le perdre, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est le jeu, on perd des talents. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, vous le savez dans le jeu, pour ceux qui ont suivi la série depuis longtemps, c'est qu'il y a plus beaucoup de gros talents sur le marché, à moins d'aller en débaucher chez les autres. Mais voilà, Hayabusa, l'histoire va se terminer là. La ECW, c'est une triste réalité. La ECW, elle s'est fait piller toute son existence par les grosses machines que sont WCW et WWF, qui se portent bien, voilà, qui se portent bien. Ils font des trucs étonnants, c'est les Road Warriors, les champions, c'est bizarre, mais ça se passe bien quand même, malgré tout, ça se passe bien. Locker Room incident impliquant Tommy Dreamer et Chris Jericho. Ben, ça va le show, qu'est-ce qui se passe? Entre Chris Jericho et Tommy Dreamer, qu'est-ce qui se passe? Tommy Dreamer, oh non, ils ont créé une cool atmosphère, fun atmosphère, c'est fun. Quand Tommy Dreamer a fait une blague sur Chris Jericho, que tout le monde s'est marré. Rib, hein, voilà, il lui a chié dans son sac, les gens étaient heureux, Chris Jericho, il a fait quelle bonne blague, tout va bien. Incident également avec Bully McKillicuddy et Sony, bon, elles, pareil, elles vont très bien backstage, elles sont de bonne humeur,
et justement leur bonne humeur, leur bienveillance, légendaire bienveillance de Sonny, améliore l'esprit de tous les catcheurs. Incroyable. Bon, de toute façon, maintenant, la ECW, on a connu quand même des péripéties incroyables avec ces locker room incidents, ce très très faible moral dans le locker room. Là, regardez, le backstage rating, il est à 100%, tout le monde va bien. La ECW est devenue un safe place, une safe place. C'est fou. On est parti, comme vous le savez, le booking en off, et on se retrouve pour débriefer le premier Hardcore TV de ce mois de mai, épisode numéro 56. Lâchez un maximum de pouces bleus, et bien entendu, vous avez cliqué pour ça aussi. Kairi Sane, la flûte. Hardcore TV depuis longtemps. Déjà, on est dans le pré-show, hein, évidemment, avec ces fameux dark matchs qui seront diffusés sur YouTube, enfin le YouTube de 1999. Avec Tirera Mortal, donc l'équipe de Rey Mysterio et de Super Crazy qui va battre, oui, sans trop de surprise, l'équipe composée de Sid Delico Jr. et Cybernetico, qui sont mes deux Enhancement Talent, qui viennent en provenance de mon territoire de développement, que je vais peut-être faire une équipe avec les deux d'ailleurs. Bon, ils sont pas particulièrement à noter d'une excellente chimie, au contraire de Rey Mysterio et Super Crazy qui fonctionnent bien en équipe. Les notes sont correctes, enfin la note finale du match est de 80 pour un match qui a aucune consigne. C'est décent pour un pré-show comme d'habitude. Alors là, ça c'est un beau match également sur le pré-show, ça aurait pu être bien mieux je pense. Rating de 81 pour le combat entre Dean Malenko et Lord Alfred Regal, que Regal va remporter. Alors je vais avoir besoin d'un Regal un peu fort. D'ailleurs je vais avoir besoin, c'est un petit constat là que j'ai fait au niveau de mon roster, puisque je vais peut-être remanier quelques trucs et j'ai quelques idées créatives qui me passent par la tête. Je vais devoir vraiment builder plus mes gros heals pour créer de nouveaux challenges, parce que je suis dans une position, vous le savez, qui n'est pas ma force quand je fais du booking, c'est d'avoir des champions babyface et d'avoir du mal à leur trouver des challengers. Je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'avoir un champion heal et beaucoup de babyface qui courent derrière. Là, on est un petit peu en schéma inverse, puisque désormais, il y a des babyface qui sont champions absolument partout. Voilà, partout. Il y a des babyface champions dans tous les sens. Dean Malenko, Lord Alfred Regal, donc victoire de Regal, 81, correct. Allez, la carte principale qui débute avec Brian Pillman et Bret Hart, c'est la réunion. Bret Hart et Pillman, longue histoire entre les deux, le donjon des Hart et tout ce qui va bien. La Canadian Stampede, Pillman qui arrive champion déjà honoré par le public, il arrive seul, il fait bien entendu toute une promo pour remercier les gens d'avoir cru en lui, une pensée très sincère à Stone Cold Steve Austin, qui n'est pas présent ce soir, mais parce qu'il est tout simplement exclusif à l'autre branche. Par contre, Bret Hart, lui qui a rejoint l'autre branche, mais comme il est champion, il a ce statut, il peut aller d'un show à un autre. Il reçoit Bret Hart, il y a un très très beau moment de communion entre les deux. On a sorti les confettis, les cotillons, les gens sont ravis. Bret Hart accueilli en héros avec une ceinture. Bret Hart qui a de très bons mots envers Brian Pillman. Il espère un jour pouvoir le confronter, l'affronter en 1 contre 1, pourquoi pas pour unifier les titres. Alors là, les gens deviennent encore plus tarés. Et ils sont interrompus, non pas par Sexter Castle, l'ancien champion, le champion sortant, ni par Christian Cage, mais par Scott Steiner. Scott Steiner qui avait battu Bam Bam Bigelow lors du pay-per-view, qui vient tout simplement revendiquer une place désormais pour le trône de Brian Pillman. Il veut une opportunité au titre, ça va mal se parler bien évidemment, et Bam Bam Bigelow qui a toujours des comptes à régler avec Scott Steiner va venir le chasser, et ce soir, je l'ai fait avec une grosse voix, non, ce soir, dans le main event, on aura évidemment Pillman, Bret Hart et Bam Bam Bigelow contre Scott Steiner, qui fera équipe avec les Pitbulls. Ça sera bien, segment 90. La storyline, c'est surtout ça, hein. J'y vois aussi une opportunité de faire avancer la storyline entre Scott Steiner et Bam Bam Bigelow, puisque pour l'instant, Pillman n'a pas de programme véritablement défini. Peut-être qu'on enchaînera avec Scott Steiner, je ne sais pas encore. Toshiaki Kawada contre Kurt Angle. Alors Kawada, qui m'avait agréablement surpris lors du précédent show, qui avait fait une note de 80. Bon là, on est dans une région où il est beaucoup moins populaire. Il a un combat contre Kurt Angle.
Ça fait un rating global de 80, malgré les in-ring performances de 67 et 73, ce qui en réalité, me fait une très très bonne note. Kurt Angle s'incline contre Toshiaki Kawada pour la simple et bonne raison que William Regal est intervenu au courant du match, continuant ainsi sa rivalité avec Kurt Angle. Toshiaki Kawada, il y a peut-être quelque chose à faire, 80, c'est une très bonne note, ça commence à être encourageant pour la suite. Cactus Jack contre Jenna, Cactus Jack contre Jenna. Cactus Jack est en interview avec Jenna, et Jenna va bien entendu faire un point avec Cactus Jack au vu de la situation contre Raven. Alors, Cactus Jack, bien entendu, déplore que Raven ait abandonné le 4 contre 4 lors du précédent pay-per-view. T'as vu, j'ai été quand même me renseigner, aller reprendre tous les trucs, tous les éléments du lore du dernier épisode. Hein. Je fais les efforts, malgré la coupure de 4 mois, je trouve ça un peu incroyable, mais vous inquiétez pas, on fait ça bien. Cactus Jack, de ce fait, il veut Raven en 1 contre 1. Il va pas pouvoir fuir toute sa vie, il va pas pouvoir se cacher derrière Tommy Dreamer, derrière tous les sbires qu'il a manipulés pendant des mois, des années, comme j'ai été manipulé par lui pendant autant de temps. Il y aura la priorité pour moi, c'est de casser la gueule de Raven, et ça va se faire dans un avenir très très proche, vous pouvez en être sûr. 92, la storyline avance avec ce segment, c'est HTV Ambition, la storyline en cours. Les Hardy Boys, première défense de titre pour les nouveaux champions, ils vont battre le Cura Mortal, petit match tranquille, note de 80, wow, ça va. Psychosis était apparemment office game sur ce match. RAS, voilà, victoire des Hardy Boys, faites service, les gens sont contents. Première défense de titre pour les Hardy Boys, pas de programme en cours, si ce n'est qu'avec les Dudley Boys dans la branche rivale. Hayabusa contre Lenstorm, Hayabusa qui fait sa première défense du championnat télé avec succès, il va battre Lenstorm dans un match qui me fait pas une note que j'aurais espéré, je m'attendais à un petit peu mieux. 77, c'est ouais, le combat pour l'instant le plus faible sur la carte depuis le début du show. Malgré que j'aurais demandé quand même de faire un match, allez-y les mecs, steal the show, ça va être cool. Et finalement, on a Hayabusa qui ouais, fait un bon 86, Lenstorm 79, rating final de 77. C'est pour ça que je suis un petit peu curieux d'aller voir le dirt sheet pour voir qu'est-ce qui a merdé sur ce segment. Ouais, Lenstorm pénalisé, not dealing the pressure to trying to go all out. Ok, parce que c'était un steal the show, donc il a pas fait le taf. Et le segment est pénalisé parce qu'il n'y a pas de storyline en cours. Bon, c'était juste une défense de titre pour Hayabusa, à qui je vais devoir prendre le titre. Hein. Prochainement, j'ai une petite idée là-dessus, mais voilà, Hayabusa, vous le savez, ne va pas rester champion éternellement, puisqu'il va prochainement quitter la compagnie. Paul Heyman fait une promo, et Paul Heyman nous indique qu'il a de grandes ambitions pour Hardcore TV, malgré que Sexton Hardcastle ait perdu le titre. Il reste quand même persuadé que ici tout sera méga compétitif, que Brian Pillman aura du pain sur la planche et il va lui trouver la meilleure des compétitions, même si Sexton Hardcastle a échoué dans son plan. Est-ce qu'on part vers un split Heyman, Sexton Hardcastle? On se pose pas mal de questions parce que Paul Heyman il n'a pas des mots très très tendres à l'égard de Sexton Hardcastle, notamment sur le fait que bah voilà, au final il est perdu, et alors qu'il pensait que c'était le projet, le mec le plus invincible de la compagnie. Donc un peu cryptique cette promo de Paul Heyman qui fait un bon 89, et on découvrira la suite un peu plus tard. Enfin, le main event me fait une solide note de 90. Alors on n'est pas parti sur nos premiers main event à 99, tout simplement parce qu'on a Bret Hart, et que Bret Hart il fait encore une ring performance de 68, donc il faut qu'il prenne le temps de se roder. Match quand même décrit comme exceptionnel. Bam Bam Bigelow, Bret Hart et Brian Pillman battent Scott Steiner et les Pitbulls, quand Bret Hart bat Pitbull Durante par soumission avec le sharpshooter. Pendant le match, Dirty White Girl, la manageuse de Scott Steiner, l'a accidentellement attaqué. Voilà. Il y a eu de l'embrouille. De ce fait, Scott Steiner n'était pas du tout présent et dispo et frais et attentif pour la fin de match. Bret Hart, au plus grand plaisir du public, remporte la victoire. Hardcore TV, c'était fanservice, hein. C'était un épisode fanservice, clairement. On a fait un 88, ce qui est correct. La popularité augmente dans 15 régions, c'est le principal. Surtout que c'est pas une région dans laquelle on est des plus populaires. On était dans la Mid-South, pour aider justement les régions du Sud à prendre un petit peu en importance. C'est bien, c'est correct, 88. RAS. Alors que nous avons le beau profil de Tommy Dreamer qui s'affiche à l'écran. Alors Raven, c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que je veux faire ce Raven de Cactus Jack. Je pense que je vais devoir me le garder pour le pay-per-view parce que, vous le savez, Raven, depuis quelques semaines, catch blessé. Mais en toute logique, ça devrait aller mieux. Hardcore TV, rating 25.22. WCW, alors encore, vu que j'ai refait de propositions, ils sont repassés encore au-dessus. Donc c'est chaud. C'est très chaud au sujet d'Hayabusa. Je vais regarder, mais bon, maintenant c'est peine perdue. Offre rivale. Alors Eurostar, WP, ça va pas intéresser personne. Là on est à 37 120, c'est perdu.
c'est perdu pour Monsieur Hayabusa. Je suis désolé. On commence quand même cet épisode avec une... Ouais, à mon sens, une triste nouvelle. Une triste nouvelle. Je pensais vraiment qu'on allait faire de Hayabusa un de nos main players pour les mois, les années peut-être même à venir. On a quand même fait un excellent taf avec lui. Il faut quand même pas se le cacher. Mais malheureusement, il n'y aura plus de projet Hayabusa. Ce qui va laisser des places pour d'autres catcheurs pour avoir des storylines, des trucs assez intéressants. Pitbull Durante qui était en prêt du côté de WWF, cette fois-ci c'est terminé, il a plus de match à faire là-bas. Mike Awesome que je surveille toujours est en tournée avec Eurostar, ok, et Akira Taue. Ouais, il est dans un match solide, Akira Taue. Bon, qui est pas du tout chez nous, il est chez All Japan Pro Wrestling, ça vous savez. On est parti pour le booking de Extreme Zone, notre deuxième show hebdomadaire. Et pas mal d'informations, notamment un problème entre Steve Corino et Joey Styles. Ah ouais. Non, ça va bien, backstage, ils mettent de la bonne humeur, c'est impeccable. Joey Styles, Steve Corino, tout va bien. Cybernetico et Bret Hart, alors là, ça sent le tribunal. Parce que Bret Hart, vous le savez, c'est le nouveau juge des vestiaires. À peine il est arrivé, tout de suite, il prend ses responsabilités. Cybernetico amené devant la cour des catcheurs, accusé d'avoir... Boning about stuff all the time and booming everyone else out. Oh putain, il a fait chier le monde en fait. Bret Hart l'a rendu coupable et lui a dit de la fermer et d'acheter à boire pour tout le monde. Bret Hart, ça y est, on achète à boire pour tout le monde. On est dans les pattes Terry Funk, tout va bien. Bret Hart, c'est notre nouveau Terry Funk désormais. Impeccable. Donc Terry Funk, lui, continue de donner des précieux conseils à ses protégés, à savoir Jesus, John Zandig, Devon Dudley et Rob Van Dam. Voilà, pour bien parler au micro, Devon Dudley travaille en babyface. Absolument pas babyface. Et babyface pour Rob Van Dam, ça c'est un petit peu plus intéressant. Est-ce qu'il y aura un projet Rob Van Dam? Ça c'est une question que vous posez tous depuis très très longtemps. On est parti, booking de Extreme Zone. Premier show Extreme Zone, c'est parti. On est au DC Verizon Center. On est un peu plus populaire, 16 434 personnes dans cette région. Dans le pré-show, nouvelle équipe formée au sein du clan Kara Incorporated. Perry Saturn et Jesus qui font face à Sidelico Junior et Cybernetico, voilà, qu'on va utiliser comme nos nouveaux jobbers pour les matchs de pré-show, qui vont perdre, bien évidemment. Victoire de Kara Control, c'est le nom de l'équipe, note de 71. Basique, voilà, c'est honnête. Pour ce que c'est, ça va. Derrière, Murray Helms contre Warcraft 2000, j'ai pas donné de consigne de victoire, et bien figurez-vous que Warcraft 2000 remportait le match contre Murray Helms. Note de match qui fait 70, c'est pas top top, c'est mes équipes qui sont là, qui patientent avec je sais pas si c'est l'avenir ou si c'est... Mais bref, ils sont là. Brian Lee contre Terry Funk, alors là, on est toujours dans le pré-show, 81. Bonne note. Brian Lee, c'est pas terrible, 63. Terry Funk, un bon 90, parce que je vais utiliser Terry Funk, mais pas dans un match sur la carte principale. Il va y avoir un nouvel angle avec Terry Funk, vous allez voir. Mais les gens comme ça sont contents, ils ont vu Terry Funk en action, et ça fait une excellente note de 90. C'est quand même fou que Terry Funk fasse toujours d'aussi belles notes, malgré son âge qui continue d'avancer, d'avancer et d'avancer. Et d'avancer. Babyface, bien entendu, désormais gros Babyface Terry Funk. Alors là, gros angle, énorme angle, Bret Hart qui va ouvrir le show. Et qui va être interrompu par Steve Austin. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui va l'interrompre. Mais grosso modo, il a bien compris qu'il était venu à la ECW avec des ambitions, qu'il va découvrir de nouveaux adversaires. Et justement, il a beaucoup aimé ce qu'il a vu, notamment... il a cité plein de catcheurs, tu vois, il commence à mettre over plein de noms. Et bien entendu, il termine par Stone Cold Steve Austin, qui l'invite à venir dans le ring parce que la confrontation qu'il a eue à la fin du dernier pay-per-view, il a senti que c'était la direction, tu vois, qu'il partait vers Austin, qui n'a jamais eu sa chance, tout ça. Et Austin va venir, et Austin, il est très méfiant sur Bret Hart. Il connaît son parcours, il connaît son star power, son prestige. À peine arrivé, il est déjà champion. Là, Austin, vous le savez, il galère, il n'a pas pu reprendre le championnat depuis très longtemps. Et de ce fait, il aime pas trop Bret Hart. Il dit qu'il est opportuniste, il lui fait pas confiance, et il pense surtout qu'il appartient au passé. Alors que Steve Austin a juste besoin de reprendre le titre, que ce soit Bret Hart, que ce soit Christian Cage, que ce soit Perry Saturn, ils s'en bat les couilles, donc il veut ce match de championnat. Christian Cage interrompt tout le monde, ça part un petit peu en conflit, finalement bagarre. Christian Cage, il se fait casser la gueule par Austin et Bret Hart, qui pour l'instant se touchent pas, tu vois. On sent que c'est tendu, on sent que c'est ce que les gens veulent, mais ça n'arrive toujours pas. Steve Austin, Bret Hart, voilà. Et Christian Cage qui fait désormais, il a perdu son titre et tout ça, tu sais, il fait le roquet, il pleure, il est hilarant là-dessus. Voilà, très bon segment. Rob Van Dam contre Abyss. Alors là, 82, excellent match.
D'ailleurs, c'est décrit comme ça, hein, Super Wrestling, Good Hit. Abyss va battre Rob Van Dam. Et oui. Après une interférence, bien entendu, de Al Snow, son partenaire. Et il va y avoir d'ailleurs une nouvelle storyline qui va commencer entre tous ce moment, puisque dans l'aftermatch, Terry Funk va venir faire le save et aider Rob Van Dam à combattre Al Snow et Abyss. Je commence un petit programme entre tout le monde. Ça sera un programme de mid-card qui occupera pas trop mal, je pense, les gens du côté de Extreme Zone. Peut-être pour me construire également de nouvelles équipes qui rentreraient en compétition pour les championnats par la suite. Rob Van Dam, Terry Funk. Étant donné que c'est le protégé Rob Van Dam de Terry Funk, je me suis dit pourquoi pas. Christian Cage, il va dans le bureau de Kimona DiBiase, il réclame bien entendu l'opportunité de raffronter Bret Hart pour le championnat, et Kimona DiBiase lui dit ça se passera pas aussi facilement, il va falloir mériter ton opportunité pour avoir un match revanche, et puis si Kimona elle peut balancer 2-3 petits trucs à la gueule de son ex, t'inquiète pas, elle va y aller. Et il y a Chris Benoit également qui est là, et Chris Benoit, il est lui aussi très motivé à l'idée d'aller chercher ce titre, donc Kimona a mis en place des combats qualificatifs. Benoit va affronter dans un petit instant Tatanka, et Christian Cage, il ira affronter ce soir, dans le main event, Stone Cold Steve Austin, pour déterminer des futurs aspirants numéro 1 au championnat de Bret Hart. Alors, grosse annonce, bien évidemment. Chris Benoit contre Tatanka, ça me fait qu'un 80, je suis un peu déçu. Chris Benoit fait toujours une très très bonne note, 88. Tatanka en solo, 71. Tatanka, est-ce que c'était la bonne recrue, tout ça? Après, il a de l'overness, il a du star power. 80 victoires, quoi qu'il en soit, de Benoit qui fait le taf. Et Benoit va se rapprocher peut-être du championnat de Bret Hart. Les Dudley Boys contre Easy Cash. Alors je sais que même les Dudleys, même avec un Bubba Ray Dudley qui est un peu blessé, je sais que je vais m'assurer d'avoir de la qualité dans le ring. Ça me fait un très très bon 83. Jusqu'à présent, c'est le meilleur match du show. Les Dudley Boys battent Easy Cash. À la table des commentateurs, il y avait les Hardy Boys. Il n'est pas décrit que les Hardy Boys ont fait... Oh, si Jeff Hardy était plutôt weak à la table des commentateurs, les Dudley Boys font des excellentes notes, bien évidemment. La storyline perd un peu de 8, ça je m'en doutais, parce qu'on était quand même à 98 en termes de chaleur. Mais surtout, après le match, les Dudley Boys vont faire une grosse promo pour trash-talker les Dudley Boys vont faire une grosse promo pour trash-talker les Hardy Boys. On gagne pas beaucoup plus de 8. D'ailleurs, tiens, la gimmick de Bubba Ray Dudley est un peu stale. Il va peut-être falloir que je pense à la renouveler. 80. On poursuit le programme. C'est vrai qu'ils sont perdus de la hit, mais dès lors que les équipes vont s'affronter, vous savez que ça va grapper en flèche. Enfin, le main event. Le 99, voilà, qu'on n'avait pas fait au premier épisode, on le fait là, on s'en doutait. C'est un match qui est bien entendu décrit comme, là même c'est sensationnel, fantastique hit. Et bah Steve Austin, il a battu Christian Cage, alors c'est con, hein, là le titre n'était pas en jeu. Il a battu Christian Cage dans ce ECW Rules match en 19 minutes 44. Stone Cold Stunner, pendant le match, Bret Hart qui est à la table des commentateurs a distrait Christian Cage. La victoire n'est pas forcément 100% clean. Vous savez qu'on est comme WWE et on aime bien protéger tout le monde afin que tout le monde reste fort. Cela dit, les notes sont excellentes. Austin et Benoit sont donc les deux premiers qualifiés. Il va y avoir une nouvelle confrontation finale entre Bret Hart et Steve Austin qui vont se faire face. La tension allemande, tout ça, et qui arrive de nulle part, Chris Benoit avec une chaise qui vient massacrer tout le monde. Voilà. Simple, clair, efficace. Très bon segment. 92. Même si on a perdu un petit peu de hit sur la storyline, vous inquiétez pas, ça va reprendre. Bon là en même temps avec le 99 elle était montée, donc elle va s'équilibrer je pense autour de 94, 95, c'est quand même très correct. Excellent rating 95, c'est encore mieux que Hardcore TV qui avait fait un 88. La popularité augmente dans 29 régions. Extreme Zone c'est en train de devenir le show A. Hein. Là il n'y a plus pas de secret, ça devient le show A. Ça devient le show A. On a des mails. Allons voir les mails, probablement pour nous dire que Christian... Non, pas encore, on nous a pas encore dit que Hayabusa se barrait. Chris Benoit nous dit que Jeff Hardy va être une star à l'avenir, même s'il s'est pris la tête avec sa meuf il y a quelques épisodes de ça. Cybernetico ne connecte pas avec les fans selon Christian Cage, vous devriez l'écarter. Très sympa. 25.91, excellent TV rating. Et nouvelle amitié entre Dean Malenko et Rick Rude. Notre commentateur est pote avec Malenko. C'est bien, vous avez vu, il y a des catcheurs qui survivent. C'est quand même les bonnes nouvelles, c'est quand même super cool. Rob Van Dam a une morale issues, alors parce qu'il n'a pas aimé avoir perdu contre Abyss. Donc, vous connaissez le principe. On ira lui donner 5000 dollars incessamment sous peu. Ouais, je regarde quand même les storylines. Ouais, dans Atlas, c'est à 96. Dudley Hardy, c'est passé à 86, c'est pas grave. Là, on est monté à 90, et ça, c'est une très très bonne nouvelle, parce que la storyline avant l'émission dernière entre Bam Bam Bigelow et Scott Steiner, elle était à 78.
HTV Ambition, c'est passé à 89, donc ça reste quand même solide. Regal Angle, il va falloir trouver les bonnes combinaisons, c'est à 77, il y a moyen de faire péter ça un petit peu plus haut. Terry Funk, voilà, et son protégé, c'est 74, ça vient de débuter, et je pense que je vais devoir amener d'autres storylines dans les semaines à venir. Et ben on est parti, booking de la deuxième semaine, on avance, tranquillement, et on se retrouve peut-être après une ellipse pour le prochain Hardcore TV. A tout de suite. Petite ellipse temporelle, mais nous sommes bien de retour sur le show Hardcore TV. Deuxième semaine, je réfléchissais. Deuxième semaine du mois de mai 1999. Information préambule. Bon, c'est une surprise pour qui? C'est une surprise pour personne. Hayabusa va nous quitter. Voilà, c'est officiel. Il rejoindra WCW à la fin de la semaine. Hein, voilà, comme quoi les choses vont aller très très vite. Il me semble ouais, que c'est déjà la fin de la semaine. J'ai pas été pisté, mais bon, j'irai vérifier. Mais ça va aller vite. Les dispositions ont déjà été prises. Karatech2 contre Sidelico Junior et Cybernetico, ça c'est dans le pré-show, dans le dark match. 77, note honnête. Bah écoute, Sidelico Junior et Cybernetico, c'est des bons faire-valoir. Et Sensei Gilbert et Sensei Scorpio ont fait le taf. Toujours des bonnes notes. Hein. J'aimerais quand même le signaler pour Sensei Scorpio là, qui claque un 83. Donc plutôt plaisant, belle note, belle notation. Très belle notation. La suite, Toshiaki Kawada contre Kid Cash, ça ne marche pas. Il ne clique pas. Au moins je le saurais. Donc ils ont fait une perf de merde, 60. Victoire de Kawada. C'est juste pour trouver un faire-valoir pour Kawada. Et c'est tout. Kurt Angle, Kazayashi, là en revanche, putain ça marche. Kazayashi et Kurt Angle, très très bonne chemistry. Et malgré, tu vois, des génériques performances de 75 et 69, les mecs sans consigne, ça claque un 82. Oh, probablement à remettre. Je sais jamais quoi foutre de Kazayashi et c'est quand même un excellent worker. Excellent worker. Le début de show, et c'est Scott Steiner qui va venir au ring pour challenger. Voilà. Brian Pillman, il a le titre en vue. C'est sa place, c'est son moment. Il l'a dit la semaine dernière. La semaine dernière, il a préféré, Brian Pillman, il va le dire, faire mumuse avec l'autre gros de Bam Bam Bigolo, parce qu'il aime bien dire « He's fat !» Voilà. Et Bret Hart, vous avez laissé un bon moment, je me suis barré, j'ai eu quelques problèmes qui ont été réglés avec Dirty White Girl. Il lui parle mal, c'est toujours rigolo, les gens s'amusent. Parce que quand la misogynie chez Scott Steiner est visiblement amusante en 1999. Mais là, maintenant, voilà. Il veut Brian Pillman en 1 contre 1. Historiquement, les deux hommes ne se sont jamais affrontés en 1 contre 1. Il est persuadé qu'il peut le battre. Il va lancer donc l'appel à Paul Heyman de booker ça ce soir. On va pas prendre de détournement. Il y a 7956 personnes au MP Mississippi Coast Coliseum. Ils veulent voir un nouveau champion couronné ce soir. Bam Bam Bigolo se pointe. 9. Pour lui, l'histoire, elle est loin d'être terminée avec Scott Steiner. Mais pour autant, il veut lui laisser son opportunité et l'encourage. Comme ça, il veut être le premier à lui botter le cul pour le titre dès lors que Scott Steiner sera champion. Bam Bam Bigolo, il est un petit peu en franc-tireur. La semaine dernière, il le dit, hein, j'ai fait équipe avec Christian Cage, mais je m'en bats les couilles. D'ailleurs, Bam Bam Bigolo, après ça, aura un combat. Il affronte Psychosis. Petit match comme ça, voilà. Alors attention, il est off his game. Il est un peu fatigué, Bam Bam. 79 notes décentes. Le match a duré 8 minutes 24. Alors off his game sur un 8-24, où je me suis dit, on va faire un petit peu un sprint tout droit. C'est pas non plus exceptionnel. Mais victoire de Bam Bam, Juventud Guerrera a essayé d'intervenir, ça n'a pas fonctionné. Bam Bam ressort avec pas mal de momentum. Rey Mysterio contre Lance Storm pour la déconne. Mais vraiment pour la déconne, ça fait un 79 tout à fait honnête. Match qui a eu du superbe catch, descendre à action de la part du public. Rey Mysterio va battre Lance Storm dans ce classique ECW Rules match en 6 minutes 54 par pinfall après un roll-up zone, on peut le dire, on peut le chanter. Lance Storm, welcome to the roll-up zone. Oh, petite roll-up zone, voilà, des familles qui ne mangent pas de pain. Victoire de Rey Mysterio, est-ce qu'il y aura une suite à tout ça? Peut-être, mais déjà ce qui est bien, c'est que le match a rendu la foule un petit peu plus chaude qu'elle ne l'était auparavant. Paul Heyman va intervenir depuis l'écran géant, message enregistré, pour dire que oui, il a bien conscience qu'en ce moment, il se passait des trucs de dingue du côté d'Extreme Zone et qu'il a besoin de dynamiter sur Hardcore TV. De ce fait, ce soir, dans le main event, il y aura Brian Pillman contre Scott Steiner, championnat ECW, héritage en jeu. C'est le nom du championnat, hein, c'est l'héritage. Championnat héritage en jeu. Hayabusa également fera face à Lord Alfred Regal dans un match pour le championnat télé de l'échelle.
l'échelle. Et oui, bah c'est parti. Lord Alfred Regal contre Hayabusa, match qui a eu du superbe catch, du great hit. Et bah Lord Alfred Regal est devenu le nouveau champion de la télévision, bien évidemment. 20 minutes. Ah, j'aurais donné du temps. J'ai dit, allez-y, on y va, on donne du temps. Regal, c'est intéressant, c'est la première fois qu'il remporte le championnat télé de la ECW. Enfin, l'accomplissement pour William Regal depuis le temps qu'il est là. Enfin, Lord Alfred Regal, hein, parce que nom différent en fonction des compagnies, bien évidemment. Hayabusa fait une super note de 90, cela dit, j'ai pas fait de burial, j'ai pas envie d'enterrer un talent. Regal fait 79, et Kurt Angle était à la table des commentateurs, c'est pour ça que vous voyez la storyline avancer entre Regal et Kurt Angle. Hayabusa s'améliore sur sa gimmick, Alfred Regal était off his game. Là, suitouille les amis, c'est Jenna, de type Jenna, qui reçoit en interview Bret Hart et Christian Cage. Alors, Bret Hart, non, Christian Cage, il va arriver par la suite. Bret Hart, il est invité, comme il peut venir sur les deux shows. Il y a eu un segment qui lui a été accordé pour réagir tout simplement sur l'attaque qu'il y a eu avec Steve Austin, Chris Benoit en fin de show, tout ça. Alors, il explique que, parce que j'ai oublié de le préciser, il n'y a pas eu de physicalité directe entre Benoit et Bret Hart. C'est-à-dire que Benoit, il a attaqué Austin, et Bret Hart était un petit peu inactif sur le moment, et Chris Benoit, en fait, il est parti, il y a eu des menaces avec Bret Hart, mais ils se sont pas touchés. Et il explique au micro de Jenna, bien entendu, qu'il connaît bien Chris Benoit, qu'il a été un membre du donjon des Hart, il a appris là-bas, et que c'est quelqu'un, tu vois, pour qui, malgré tout ce qu'il a vécu, est quand même un incroyable athlète, et qui mériterait en effet d'obtenir sa chance de champion. Il a voulu prouver un point face à Stone Cold Steve Austin, je comprends sa démarche. Tu vois, il a une démarche un peu compréhensive, tu vois. Bret Hart, il arrive un petit peu en vieux sage. Et Christian Cage, il arrive du public parce que lui, il est interdit, il a pas besoin, il a pas le droit normalement de se produire à Hardcore TV. Christian Cage, il arrive du public. Il y a des mecs de la sécurité qui viennent le revenir, il y a une espèce de mouvement de foule, tout ça. Bret Hart, il insiste pour qu'on lui donne un micro et Christian Cage, il va gueuler à travers la foule. Comment tu parles de Benoît? Moi, je suis aussi un mec qui a été en formation Donjon des Hart. Tu devrais me donner du respect et surtout, tu devrais te donner une nouvelle opportunité au titre. Ce à quoi Bret Hart lui fait banco. Et tout ça va comparaître, bien entendu, va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc Bret Hart, qui normalement devrait avoir comme challenger Steve Austin et Chris Benoit, devrait s'engager à affronter Christian Cage en weekly cette semaine à Extreme Zone. C'est vrai que là, je me suis servi totalement du créneau Hardcore TV pour produire un truc pour Extreme Zone. Ce qui fera pas plaisir à Paul Heyman, il y aura des retombées là-dessus. Hein. Sachez que je fais pas ça par hasard. Chris Jericho contre Tommy Dreamer dans un match qui a eu du superbe catch et de la bonne hit. Chris Jericho et Tommy Dreamer ont fait match nul en 7 minutes suite à une double disqualification où Cactus Jack est venu foutre le bordel en réalité. C'est ça qui a provoqué la double disqualification. Une performance de Jericho plutôt faible, je trouve, avec un 66 quand Tommy Dreamer fait un 91. C'est vrai que la storyline de ce fait HTV Ambition perd de la hit, mais je vois pas en quoi ça va être trop problématique pour la suite. Chris Jericho d'ailleurs a une blessure et c'est ce qui le ralentit, c'est pour ça que la note est aussi faible. Ce qui est super intéressant, c'est que Cactus Jack en fait est venu provoquer la double DQ et que derrière Cactus Jack a continué de faire du bassac sur Tommy Dreamer en gueulant « Il est où Raven, il est où ?» Et quand Jericho a voulu s'en mêler en lui disant « Attends, t'as coûté la suite du match, j'allais peut-être le battre », Cactus Jack l'a attaqué aussi. Il a attaqué tout le monde, il fout la merde, sacré Cactus Jack. Brian Pillman contre Scott Steiner dans le main event, match écrit comme exceptionnel. Brian Pillman va battre Scott Steiner clean de chez clean, avec un match final qui me fait une note de 89, ce qui reste assez correct, mais je m'attendais à passer le 90, je vous le cache pas. Première défense du championnat pour Brian Pillman, qui me fait une note de 94 d'ailleurs sur ce combat. Scott Steiner un petit 79, ouais, je me serais attendu à mieux, je leur ai donné du temps, 20 minutes quasiment. C'est vrai que le match, après, il y a la petite notion storytelling que j'avais pas pu caser ailleurs, donc évidemment, voilà. Scott Steiner was penalized for chemistry overwhelmed by manager. Alors tiens, c'est la première fois que je vois ça, alors que normalement, Scott Steiner et Dirty White Girl are a good pairing, and they play off each other well. C'est très bizarre parce que normalement ils sont censés avoir une bonne chimie, mais je l'obtiens quand même en note négative à la fin. Ok. Et forcément, ils ont un holding back pour l'aspect storytelling, ce qui fait que le match n'est pas forcément, tu vois, des meilleurs. S'il y a une revanche là-dessus, je pense qu'elle pourrait être bien plus intéressante. Note finale de 88, ce qui est correct. On est sur la même lignée, la même lancée que le mois dernier.
la semaine dernière, pardon. Mais c'est vrai que Extreme Zone en ce moment, ça devient un peu plus qualitatif. Donc Paul Heyman, il va devoir réfléchir à trouver des bons stratagèmes pour remettre beaucoup d'intérêt sur son show. Je vais aller voir tout de suite les mails en sortie de show, voilà, pour tout simplement vous avertir que Hayabusa, c'est officiel, il nous quitte. Et normalement, si je vois... Alors attends, je sais plus où je retrouve ça. C'est pas Negotiate. Normalement, je vais pas le voir là. Je vais voir si je vais dans Roster, Hayabusa. Hayabusa. Nous quitte. Ah non, nous quitte dans 18 jours. On a encore un peu de temps avec Hayabusa. Oh bah. Il y a encore 18 jours. Incroyable. Hein. On va avoir le temps de faire plein de trucs pendant 18 jours. La vache. Donc il rejoint la ECW. Bamba Bigolo va mieux maintenant, ça va. Et le TV rating est de 24.88. C'est vrai qu'on fait un peu moins que Extreme Zone, qui fait des meilleures audiences que Hardcore TV, qui est normalement censé être, dans l'esprit de la ECW, le show principal. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout a été bousculé. Kimona a réussi à faire des merveilles. La suite, on a encore quelques mails de la négociation d'ailleurs, avec une augmentation demandée par Beulah McGillicuddy, qui désormais donc est sortie un petit peu de la vie de Tommy Dreamer, vous le savez, in kayfabe. D'ailleurs, elle a rejoint Extreme Zone, elle est désormais la manageuse de Rob Van Dam. Je sais pas si ça marchera, mais on va lui donner ses 75%, il n'y a pas de souci, on a de l'argent. Christian Cage, body type change. Ok, maintenant il est ripped, ça veut dire qu'il est dessiné, joli corps d'athlète, ça me va très très bien. Et Chris Jericho a entièrement récupéré de sa blessure. Tommy Dreamer, il n'était pas content de faire un match nul contre Chris Jericho, sachez-le, c'est pour ça qu'il a des moral issues. Il va falloir que je graisse la patte à tout le monde avant le booking de Extreme Zone. On est parti, Extreme Zone, c'est maintenant. Nous sommes précisément dans la région des Grands Lacs, devant 11 539 personnes, là où nous sommes quand même assez populaires, il faut bien le dire. Et dans le pré-show, Dark Match, Brian Lee contre Steve Blackman, contre Tatanka, contre Tomoaki Honma. Ça, c'est le match fait, mais alors au pif de chez pif. C'est Tatanka qui fait la meilleure note, et bah ça tombe bien, puisque c'est Tatanka qui va gagner le combat. Tatanka était bien au-dessus de tout le monde, et a remporté cette victoire avec ceux qui ont essayé de faire quelque chose. Alors Steve Blackman, pas terrible. 43 en note, c'est... autre match, Norman Smiley va perdre contre Toshiaki Kawada. Pareil, là on a 13 minutes de match. Victoire par pinfall après la Powerbomb Hold. Petite note là aussi pour Kawada. Et ouais, 68. Ça dépend. Kawada, ça va vraiment dépendre de contre qui, contre quoi. La gimmick de Norman Smiley est en train de getting stale. Donc là, il faut que je note parce que même Bubba Ray Dudley, j'ai pas encore fait de changement. Il va falloir que je m'en occupe. La carte principale, alors là, un segment qui nous fait 100. Le Star Power est présent. Et Kimona DiBiase va ouvrir ce segment. Elle est pas contente. Bah alors, pas contente du tout. Pas contente du tout. Puisque Bret Hart, elle va d'abord sermonner Bret Hart en lui disant: il y a des règles à respecter. Ok, t'es champion. Ok, c'est très bien. On est ravis de t'avoir. Mais Bret Hart, ce n'est pas toi qui prends des décisions de savoir contre qui tu te bookes pour défendre ton championnat. Et Christian Cage, je l'ai prévenu, il avait une opportunité pour aller face au titre, enfin avoir une opportunité au titre contre Austin, il a perdu. C'est terminé, pas de match entre vous deux, même s'il y a une histoire, etc. C'est hors de question, c'est pas toi qui décide. Voilà. Ce à quoi, bien entendu, Christian Cage, pas content, va essayer, bien entendu, de s'incruster. Chris Benoit va se pointer et dire s'il faut battre Christian Cage, il est prêt à le faire pour le remettre totalement à sa place. Austin arrive. Il y a l'explosion, le bris de verre. Et il va directement sur Christian Cage, je lui mets un stunner avant de célébrer. Les gens sont ravis, bien évidemment. Ce qui amuse Bret Hart. Benoit reste sur ses gardes. Et Austin va dire à Kimona, ce soir, tu vas me faire un petit plaisir. Fais-moi plaisir. Mais fais-moi plaisir. Je vais booker le main event. Et il décide de faire équipe avec Bret Hart. Même si c'est dangereux pour Bret Hart. Mais il veut faire équipe avec lui contre Christian Cage et Chris Benoit. Et si Christian Cage remporte le match, ce qui n'arrivera pas selon Stone Cold Steve Austin, on l'intégrera au match de championnat. Austin, il est de bonne humeur. En repartant, il regarde encore une fois Bret Hart, il lui dit merde. Il regarde Benoit, il lui dit merde. Christian Cage, il est en train de récupérer un petit peu. Il se reprend un stunner, il passe pour le rigolo de service. Ça fait marrer les gens et c'est pour ça que Austin est aussi populaire. Devon Dudley contre Jeff Hardy, on est dans la storyline pour les championnats par équipe qui va perdre de la hit. On fait un match de table. Ça n'a pas si bien marché que ça.
Match de table qui me fait une note de 77. Victoire de Devon Dudley avec une intervention de Bubba Ray Dudley. Matt Hardy n'a rien pu faire. Il a été aussi attaqué, voilà, il faut imaginer. Alors, j'aime bien parce que les mecs disent on est pénalisé par la stamina, et que ça soit et Jeff Hardy et Devon Dudley sur un match qui fait 12 minutes 47. C'est pas non plus incroyable. Jeff Hardy pénalisé également pour inconsistance, et pénalisé apparemment parce que le match est court. Pourtant, on est en white brawl, je crois que j'avais en Road à John Nutt, on fait une white brawl. Ouais, et les white brawl, vaut mieux les faire à moins de 15 minutes, hein, sinon les mecs s'épuisent vite. Donc c'était un mauvais move de ma part, mauvais booking. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Billy Kidman, Kazayashi, Juventud Guerrera, triple sweat match pour 2 formes pour la décolle, le championnat de junior, et victoire de Billy Kidman dans un très très bon combat qui fait une note de 82, c'est soigné. Billy Kidman fait un 77, Kazayashi un 69 et Juventud Guerrera un 73. Alors Kazayashi qui a fait un 69 tout seul, c'est incroyable, vous pouvez l'applaudir. Première défense du championnat junior pour Billy Kidman. Pas besoin de construction, pas besoin de storyline, juste du catch, ça fait plaisir à tout le monde. Terry Funk est au micro de Jenna et va lâcher une grosse promo sur la gueule de Al Snow en disant que déjà à l'époque quand il était dans le clan de Raven, c'était un fou la merde, il est chiant et cette fois-ci là il va goûter à son coup de pied dans la tronche. Puisqu'ils s'affrontent dans un contre un juste après pour poursuivre le segment. Il parle de Rob Van Dam en disant que Rob Van Dam il récupérera de ses blessures cette semaine, il sera pas présent, mais Al Snow va pas tarder à le rejoindre à l'hôpital. Al Snow, Terry Funk, 76, note pas terrible du tout, les mecs ne cliquent pas du tout. Ah, la merde. Parce que Al Snow, je sais qu'il clique pas avec Rob Van Dam, et finalement il clique pas non plus avec Terry Funk. Alors ça me fait chier. Parce que s'il y a un programme et que personne ne clique, on va faire de la merde, de la merde, de la merde. 76, victoire, cela dit, de Al Snow avec une roll-up zone suite à la... Ah ouais, on peut le dire, hein, Terry Funk. Welcome to the roll-up zone. C'est un peu triste, mais c'est comme ça arrive. Et distraction aussi de Abyss à prendre au passage. Écoutez, je suis très déçu du résultat de ce combat. 76, bon, ça limite un peu la casse. Bret Hart va être croisé backstage par Chris Benoit. Il va lui dire oui, on a un passé, on s'est connus, etc. Mais moi j'ai pas vendu mon âme au diable et je suis surtout pas devenu un con comme tu l'es, Bret Hart. Voilà. Les mecs se lâchent. Hein. S'ils peuvent dire à Bret Hart que c'est un con, ils vont lui dire t'es un con. Mais c'est tout, c'est comme ça. Bret Hart, il acquiesce. Regarde Benoît, il lui fait un petit sourire, on se voit dans le ring. On verra qui est le plus con des deux. La storyline perd un peu de 8, mais 89 ça reste quand même très solide. De toute façon ça va remonter puisque le main event me fait une incroyable note de 98. Match décrit comme exceptionnel. Bon, 98, fallait s'en douter. Même Bret Hart, il a fait un 72, c'est pas trop mal. Chris Benoit et Christian Cage vont perdre le match quand Austin va battre Christian Cage par pinfall après un Stone Cold Stunner. Christian Cage n'aura pas d'opportunité au championnat de Bret Hart. On reste pour l'instant sur le format d'un potentiel combat triple menace. Et Austin, à la fin du show, va prendre le micro, il va continuer de mettre des stunners à Christian Cage. Pendant que Benoît, lui, il a battu en retraite. Il va regarder Bret Hart, il lui fait un triple menace, ça m'intéresse absolument pas. Absolument pas, je te veux en un contre un. Et si Benoît, là au loin, tu m'écoutes, Chris Benoît, sache que je suis prêt à t'affronter en un contre un, parce que j'ai bien aimé m'occuper du booking du show cette semaine. C'est très fier de... Les gens l'applaudissent, ils aiment beaucoup le booking de Steve Austin qui met des stunners à Christian Cage. Je suis prêt à affronter la semaine prochaine Chris Benoit pour qu'il n'y ait qu'un seul challenger au championnat de Bret Hart pour Hardcore Even. 93, on finit le segment d'une bien belle manière, les gens aiment bien Austin, et ce qui nous fait une note globale de 94. Évidemment, tout ça est bien efficace. Mais oui, Extreme Zone, qui est toujours voilà, plus intéressant de ce fait, plus pertinent qu'Hardcore TV, qu'est-ce qui se passe, malgré que Brian Pillman soit le champion là-bas. On fait des meilleure ratings, il va falloir équilibrer tout ça. Le contrat à la ECW de Spike Dudley se termine. Pas sûr que je reprolonge, parce que, j'en fais rien. Chris Benoit nous dit que Jeff Hardy va être une star selon lui, c'est pas le premier. Steve Austin nous dit que Billy Kidman ne connecte pas avec les fans. Il faudrait le dégager. On me l'a déjà dit. 25.92, hein, ça met quasiment plus d'un point de rating au show de Extreme Zone, de Hardcore TV. C'est incroyable. Spike Dudley, voilà, fin de contrat. Ok. Je vais voir, je vais réfléchir. Allez, troisième semaine. On est de retour avec une belle ellipse, bien évidemment, pour cette troisième semaine, début d'Hardcore TV. Et vous allez le voir, j'ai rappelé Stephanie McMahon du camp de développement, parce que déjà, elle avait dit... Je suis là-bas,
Stephanie McMahon, je vous rappelle qu'on a signé Stephanie McMahon, parce qu'elle était dispo dans le jeu, on se dit, bon, si on prenait Stephanie McMahon au cas où. Et là, je me suis dit, tiens, j'ai un plan intéressant à booker. Donc j'ai appelé Stephanie McMahon qui débarque de ce fait à la ECW pour voilà, une storyline qui, j'espère en tout cas, vous intéressera en quelque sorte. Et Stephanie McMahon, à peine arrivée, bagarre avec Francine. Normal. Comme c'est écrit là. C'est fun. Pas de problème. Stephanie McMahon, bagarre avec Francine. Qui a causé... attention. Ah putain, ils ont pété une bagnole de location. Elle refuse de payer pour ça. Et en tant qu'employeur, je dois choisir comment dealer avec Stephanie McMahon. Bah, écoute, c'est aussi simple que ça. On est parti. C'est amende. Voilà. Elle n'est pas contente après cette décision, mais c'est comme ça, ma chère Stéphanie. C'est... Ah, d'accord. Slimmering tension relationship with you. Direct. Francine est contente de mon action. Attends, Francine, elle fait partie de la famille. Stéphanie... Attends, tu peux être Stephanie McMahon en 99, meuf, t'es qui? Bref. Commence bien. Commence très très bien. Ah. Et ben on est parti. Booking, Hardcore TV, vous êtes spoilé d'un truc, Stephanie McMahon débarque. Hardcore TV, on est dans le South East, là on n'est pas trop mal populaire, et là aussi, c'est la petite chose, c'est là où on a notre territoire de développement. Donc, étant donné que je ramène Stephanie McMahon, mais également Takeshi Morishima, qui eux aussi en avait marre, lui aussi, il a dit, vas-y, sans moi du territoire de développement, je me sens prêt. Bah je l'ai mis, lui, tout de suite, tu vois, dans une région où il est populaire. Bon, cela dit, on est dans le pré-show, il me fait un 47, c'est de la merde, c'est totalement de la merde. Sensei Gilbert, par contre, fait un immense 80. Alors lui, il est aussi très populaire dans le South East depuis le début, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on avait recruté Doug Gilbert à la base. On est dans le pré-show, ça me fait un 75. Je trouve ça décent, c'est décent. Warcraft 2000 contre Easy Cash, pas de consigne particulière, et bien Warcraft 2000, notre jobber préféré, Danny Inferno et Steve Corino, sans que je donne de consigne, battent Easy Cash, avec un match qui me fait une note de 77, alors de très bonnes notes pour Kid Cash et Easy Bucks qui font chacun un 81, et ça c'est particulièrement bon, mais Danny Inferno et Steve Corino font 51 et 68, Steve Corino, attention, 68, c'est pas mal, ça améliore, parce qu'on était souvent dans les 50, Steve Corino, ok, Kid Cash et Easy Bucks, c'est vrai que ça fait des bonnes notes. C'est vrai que ça fait des bonnes notes, alors c'est con parce que là, ils sont babyface, leur dernier turn est un peu récent, et c'est vrai qu'une équipe du genre en heal pourrait me plaire. Alors j'ai tourné en rond pendant très longtemps avec Chavo Guerrero et Kid Cash, mais il y aurait peut-être possibilité d'essayer d'amener ça ailleurs, parce qu'un 81, en effet, c'est quand même très très good. Enfin, dernier match du pré-show, Perry Saturn contre Scott Steiner. Pas de règle particulière, Scott Steiner va battre Perry Saturn en 9 minutes 59. R. Et Perry Saturn, vous le voyez dans la description, je lui prépare un heel turn. Je vais le sortir de tout le truc Karatech tout parce que je vais avoir besoin de heal, mid-carder également, avec un Warcraft plutôt décent. Perry Saturn qui me fait une note correcte de 63. Scott Steiner c'est un peu mieux, il fait un 87. Alors que Scott Steiner ces derniers temps, c'était... Ouais, j'étais un peu déçu, hein, le match contre Pillman avait pas fait une note non plus exceptionnelle. 81, ok. La carte principale qui va débuter, vous la voyez, elle est déjà là, Stephanie McMahon. Mais qu'est-ce qui se passe? Paul Heyman fait le constat suivant pour ouvrir le show. Hardcore TV va mal. Pas, ça va bien, il y a quand même de l'argent qui rentre, etc. Il est relatif quand même pas mal, mais ce qui l'agace totalement, c'est que les ratings sont inférieurs à ceux de Extreme Zone, qui est mené d'une main de maître, il faut bien le reconnaître, par Kimona DiBiase, qui a les exclusivités de mecs comme Steve Austin, comme désormais Bret Hart qui est arrivé, enfin bref, il se prend une petite pétée au niveau des ratings, donc ça plaît pas du tout à Paul Heyman, qui en plus de ça va continuer de trash-talker Sexter Hard Castle, en qui il a cru, tu vois, le projet pour relancer la compagnie, et finalement il a perdu contre Brian Pillman, il répond plus au téléphone, et ça commence à l'énerver. Brian Pillman n'a pas véritablement de grosses compétitions, puisque soit les gens sont dans des programmes, soit, désormais, oui, il a déjà battu Scott Steiner, donc voilà. Donc il fait appel. Il nous explique qu'il a renoué de nouveaux contacts, d'anciens contacts même plus précisément, avec la WWF, World Wrestling Federation, la promotion de Vince McMahon, qui lui a prêté un catcheur qui sera révélé ce soir être le nouveau challenger officiel de Brian Pillman. Mais en plus de ça, Paul Heyman prend sous son aile, comme quoi Vince McMahon lui fait confiance, et Vince McMahon
selon lui, tu vois, il dit il a tout intérêt à ce que Hardcore TV devienne la branche numéro 1. Il lui confie sa propre fille. C'est-à-dire que Stephanie McMahon sera sous la tutelle de Paul Heyman avec des responsabilités. C'est dans le deal. Créative. Attention. Attention, Stephanie McMahon qui débarque. 87, Anglo-Net. Alors, attention, Stephanie McMahon, elle a débuté une gimmick de présidente. En quelque sorte, parce qu'elle va avoir un statut officiel au sein de la compagnie, aux côtés de Paul Heyman. La performance de Paul Heyman est très très good. Il n'y a aucune information quant à la performance de Stephanie McMahon, mais je pense que ça va. Elle n'a pas une si mauvaise popularité parce qu'elle est à peu près, elle a un peu plus de 50 dans toutes les régions. Bon, Paul Heyman, lui, il est à 80 ou 90, je sais plus, il est ultra populaire. Mais ça me fait qu'à 87, c'est bien, sans être bien, on aurait pu s'attendre à mieux. Et Brian Pillman découvrira un petit peu plus tard qui est son nouveau challenger. Attention, attention. Quel match! Mais quel match, les amis, mais quel match! Mais voilà! Et pourtant, il y a une information qui est géniale. Je fais Lord Alfred Regal et Kazayashi contre Kurt Angle et Hayabusa. Donc c'est un petit peu la compétition autour du championnat télé, bien entendu, détenu par Lord Alfred Regal. Hayabusa, on sait, il quitte bientôt la compagnie. Je l'ai associé à Kurt Angle. Et comme Kurt Angle avait une bonne chimie avec Kazayashi, j'ai associé Kazayashi à Lord Alfred Regal. Ça me fait un méga 92. Incroyable 92. Alors qu'il n'y a pas des perfs solo absolument folles. Kazayashi fait 77, Alfred Regal 84. Et même pour Hayabusa et Kurt Angle, c'est 76-71 parce que visiblement, les mecs n'ont pas une bonne chemistry en équipe. Mais pour autant, j'ai mis un style The Show quand même sur le match. Je leur ai donné du temps, 17 minutes 55. Et ben la vache, quel excellent match de catch qui me fait une note de 92, là où je m'y attendais absolument pas. Incroyable, ravi. Et peut-être Kazayashi et Lord Alfred Regal, je vais peut-être tenter un truc ensemble. Je vais peut-être éloigner Regal de Landstorm, qui peut, je pense, se démerder tout seul. Mais si je mets Kazayashi avec Lord Alfred Regal, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que Kazayashi fait quand même des très très bonnes perfs, de manière générale. Ça va peut-être pouvoir l'aider. Gardez un petit œil là-dessus. Brian Pillman en interview avec Jenna Jameson, il s'apprête évidemment à savoir ce qui va se passer. Il est très très curieux de savoir quelles seront les décisions de Paul Heyman et Stephanie McMahon. Mais il fait tout un discours, toute une promo pour dire je suis prêt à prendre n'importe qui, je me suis battu. Arrêtez de vous battre. Je me suis battu pour être où j'en suis aujourd'hui. J'ai vaincu les meilleurs, j'ai battu Sexo Castle. Maintenant, je suis prêt à n'importe quelle compétition, même si elle doit venir d'ailleurs. Je serai là, je représenterai l'héritage, puisque c'est le nom de la ceinture, l'héritage de la ECW. Rey Mysterio contre D'Lo Brown, match Osef total pour ma part, c'était juste pour combler la carte. Et ben Mysterio, il bat D'Lo Brown en 8 minutes 10, ça me fait 77, et ben c'est suffisant. C'est suffisant. D'Lo Brown, de toute façon, c'est un jobber. Mysterio, il prend du momentum, j'en ai besoin. 77, correct. Bam Bam Bigolo contre Toshiaki Kawada, 90. Incroyable! Incroyable, alors que Kawada fait juste un 69. Voilà, c'est bien, hein. Faites-en chez vous également. Bam Bam Bigolo fait un excellent 89. La storyline avance, la storyline du Isfat, puisque Scott Steiner est à la table des commentateurs, il a tenté de distraire Bam Bam Bigolo, qui va battre Toshiaki Kawada en 15 minutes 27. Et pourtant, ce match, vous pouvez aller le voir dans mes dirt sheets, ce match est... Voilà, ils sont pénalisés pour holding back parce que, au niveau de mes consignes de booking, c'est un match storytelling. Donc c'est un match vraiment pour raconter une histoire, pas plus ni moins. Je leur ai pas donné plus de choses, plus de concret. 90, et ben la vache, quel bon show jusqu'à présent. Excellent show. Et c'est pas terminé. Backstage, on va voir une altercation entre Cactus Jack, qui va remonter le backstage. Il n'avait pas de combat planifié potentiellement. Il va croiser Pitbull Durante et Pitbull Wolf, et accompagné de Francine, bien évidemment, qui vont lui dire qu'ils sont pas du tout d'accord avec ses agissements et qu'en effet, il faudrait montrer un peu plus de respect aux anciens de la ECW que sont Raven et au culte d'Edgar Allan Poe. Voilà, le Cult of EAP, la nouvelle équipe de Tommy Dreamer et de Raven. Et de ce fait, ça va s'embrouiller, ça va se provoquer pour un match par équipe. Cactus Jack, il voit que Jesus, il passe par là, il fait vas-y, tu sais quoi, il y a Jesus qui est là, viens, on fait un match hardcore. Gros match hardcore, 2 contre 2, on est parti. Et ben on est parti. 90 là aussi. 2 contre 2 hardcore, dans un match qui a du superbe catch, très très bon 8. Les Pitbulls vont battre Cactus Jack et Jesus. Et oui, suite à l'intervention de Raven et de Tommy Dreamer, qui vont attaquer Cactus Jack. Francine a également interféré à la fin.
Victoire un peu cradingue. Cactus Jack, lui, s'en fout. Il est trop cool, Cactus Jack, parce que tu peux lui faire perdre des matchs. Et il râle pas. Il râle pas. Malgré son overness totalement folle, malgré le gap qu'il y a avec Jesus et les Pitbull, ça passe. Il accepte de faire le taf à chaque fois. Merci à lui. Alors, merci à Cactus Jack qui fait une excellente note de 94. Ça va, personne ne s'est blessé. La storyline gagne de la hit. Et évidemment, ça va se régler un moment entre Raven qui a repointé le bout de son nez de ce fait pour en venir aux mains avec Cactus Jack. On a un match dément qui s'en vient. Limite Cactus Jack Raven. Là, il faut que je trouve les meilleures dispositions pour le pay-per-view parce que ça va être immense. Ça va être immense. Il est, je sais plus s'il est encore blessé, Raven, mais normalement il est plus blessé pour le pay-per-view. Donc pour Hardcore Raven, ça va être le bordel. Gros match hardcore en prévu. Deathmatch carrément. Là, on va partir sur quelque chose de très très lourd. Enfin, le dernier segment. Mais qui est le partenaire? Enfin, qui est le partenaire? Qui est le partenaire, si, en quelque sorte, partenaire in crime, partenaire dans le crime. Pour Paul Heyman, qui a-t-il recruté de WWF pour confronter Brian Pillman et le challenger? Eh ben, c'est nul autre que monsieur Shawn Michaels, The Outbreak Kid, qui fait son retour à la ECW. C'est son second passage ici. Shawn Michaels qui est très over, vous le savez, qui n'a pas forcément le plus gros des schedules du côté de WWF. Donc, on va peut-être essayer de trouver un bon compromis là-dessus. Shawn Michaels contre Brian Pillman, c'est acté pour Hardcore Even. Je vais aller tout de suite vérifier que les deux mecs soient bien disponibles pour la date également, sinon je vais bouger la date pour m'assurer qu'à Hardcore Even, on est bien Brian Pillman contre Shawn Michaels pour le titre. Et c'est le début de ce fait d'une storyline. J'ai 5 apparitions possibles pour Shawn Michaels, donc là, j'ai déjà cramé la première. Shawn Michaels qui va porter un switch in music à Brian Pillman, alors que la démarche était plutôt professionnelle jusque-là, un peu gentleman entre les deux. Mais on le sait bien, Shawn Michaels, il fait ce qu'il veut, Paul Heyman est ravi, Stephanie McMahon est contente du deal, et Brian Pillman ramasse ses dents par terre. 99, très très bon segment, qui clôture ici cet épisode de Hardcore TV, qui devrait normalement me faire une excellente note. Et oui, on a gagné de la popularité dans 25 régions, 92. Ben, j'ai hâte d'aller découvrir les ratings de ce fait avec vous, parce que là, on devrait repasser normalement les 25, sans problème, les 25 points de rating qu'on avait perdu du côté de Hardcore TV. Et ben on fait un 26.11. 26.11. Et là, on remet un gros coup de pression à Extreme Zone. C'est pas grave, on va essayer de bien contrebalancer tout ça. Shawn Michaels contre Brian Pillman, ouais, ça peut être un excellent deal pour tout le monde. Ah, alors, eh ben on est parti. La suite, Extreme Zone, comment ça va répondre de l'autre côté? Ah, Extreme Zone, on est parti, un show qui va avoir de la hit. Je préfère vous prévenir, c'est déjà mon petit spoil. Après avoir booké tout ça, je me suis dit, la vache, il y a de la hit partout. Hein, de la hit. On est précisément dans le Midwest, donc pas forcément dans une région où on est très très populaire, mais une région dans laquelle j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de m'établir un peu plus, parce que mine de rien, ouais, le Midwest, on est à 63. On sait qu'il faut amener la région à 65 de popularité, et on n'en est pas si loin, donc je me suis dit, allez, on va peut-être pas lâcher l'affaire, on va essayer d'aller jusqu'au bout, on va essayer de quand même essayer d'arriver à ce niveau international, non déjà national, hein, dépasser le niveau culte qui nous débloquerait quand même pas mal de choses sur pas mal d'aspects. Takeshi Morishima et Toshiaki Kawada dans l'opener vont battre Easy Cash. Alors, c'était un test pour moi, mais Easy Cash, Kid Cash, il a fait la gueule d'avoir perdu. Bon, Morishima par contre note horrible, 33, Toshiaki Kawada 1,66, c'est correct. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir du match, parce que Kid Cash et Easy Banks font des bonnes notes. Mais bon, j'ai voulu un petit peu prioriser mes japonais. Kid Cash faisait la gueule. Bah c'est pas grave, on lui donnera un petit peu d'argent. Je préfère donner de la thune derrière et essayer de donner du momentum à des gens qui en ont besoin, qui sont très très bas dans la carte. Spike Dudley contre Kazayashi, toujours dans le pré-show, bah c'est pas terrible. Région en effet où il n'y a pas beaucoup de popularité, donc c'est normal qu'on tape un 66 là. Victoire de Spike Dudley sur Kazayashi. Ben, j'aurais dû booker de victoire de Kazayashi parce que j'ai plus de projets pour Kazayashi que pour Spike Dudley qui est en fin de contrat, pour qui j'ai plus grand chose à faire. Tatanka contre Brian Lee, dernier match de ce pré-show. Et ben victoire de Tatanka. Bien évidemment, 13 minutes, au moins des babyface vont gagner quelque chose. En même temps, tu me diras, non, juste avant, Spike Dudley a gagné aussi. Mais bon, comme ça, les gens sont un peu contents. 76, note descente, j'en attends pas beaucoup plus. Chose, une fois n'est pas coutume, on va commencer le show Extreme Zone avec tout de suite du catch et du bon gros catch. Bon gros catch. Note de 84, et encore, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, parce que malheureusement, Bubba et Dudley continuent de bosser blessés. Dans un match décrit comme exceptionnel, Christian Cage et les Dudley Boys vont battre Bret Hart et les Hardy Boys en 20 minutes 24, quand Christian Cage va battre Jeff Hardy par soumission après l'intervention de Ted DiBiase, son manager.
histoire que ça soit quand même un petit peu crade. En termes de in-ring work, Christian Cage était au-dessus de tout le monde, Bobby Ray Dudley ou le Wink Link, bien évidemment, parce qu'il est actuellement blessé, donc il fait quoi, une note de combien, Bobby Ray Dudley? 67, c'est pas non plus trop dégueulasse. Mais l'idée de ce match, c'était de donner déjà une victoire à Christian Cage en confrontation directe, comme vous voulez, sur Bret Hart. Alors Bret Hart voulait pas prendre le pin, je peux le comprendre évidemment, il cherche quand même à se protéger un petit peu, le bougre, mais derrière ça va je vais conduire tout ça à un angle où Christian Cage va poursuivre son assaut sur Bret Hart en compagnie des Dudley Boys. Les Hardy Boys vont continuer de se faire casser la gueule, et Christian Cage passe un immense message à Bret Hart en lui disant: je suis peut-être pas dans la course au titre, mais regarde ce que je suis en train de faire de toi, regarde comment je suis en train de te démolir. C'est ça le champion, c'est ça la grosse compétition qui a été amenée du côté de Extreme Zone, c'est ça le nouveau champion de la ECW. Donc le message est passé à Kimona DiBiase, qu'elle en fasse ce qu'elle veut, mais Christian Cage est a championship material. Voilà, c'est son point. Et Christian Cage repart tout content d'avoir fait sa marque. Et voilà, de la hit. Je l'avais dit. Derrière, Violent Conduit contre RVD et Terry Funk. On a actuellement une storyline entre ces deux équipes. On a vu que Terry Funk, non, on a surtout vu que Al Snow en un contre 1 avec Rob Van Dam, pas bonne chemistry. Avec Terry Funk, mauvaise chemistry. Mais ça va, en équipe, on fait un 83 qui est plutôt solide. Cela dit, ma victoire des Heels avec un petit peu de gruge, voilà, un petit peu de gruge par pinfall en utilisant les cordes. Voilà, un peu dégueulasse. Mais victoire de Al Snow sur Terry Funk qui lui accepte de jobber. Il est incroyable, Terry Funk. Il en faudrait plus des comme lui. Chris Jericho contre Hayabusa. On a un excellent match. 87. Dans un match qui a du superbe catch. Une décentralisation de la part du public. Parce que là, on est sur quand même un truc face contre face. Face contre face. Chris Jericho va réussir à venir à bout de Hayabusa, qui on le sait quitte bientôt la compagnie, dans 10 jours très exactement. Donc je l'ai encore même dispo jusqu'au pay-per-view de ce mois-ci. Hayabusa, par soumission, après un Lion Tamer, mais après avoir clairement triché. Jericho, attention, qu'est-ce qui se passe? Hayabusa paraissait off his game, ok, Jericho fait une note de 72, Hayabusa 85, et j'ai commencé un programme entre les deux que je vais clôturer pour le pay-per-view. Hayabusa Jericho, vous allez comprendre exactement où je veux en venir, puisque derrière, il va y avoir une promo de Chris Benoit, juste avant son combat qui avait été advertisé, un combat 1 contre 1, Benoit contre Steve Austin. Le vainqueur ira affronter seul Bret Hart à Hardcore Even. Dans ce segment, Chris Benoit va bien entendu hyper son combat, mais surtout va croiser Chris Jericho qui va passer à ce moment-là dans les coulisses, l'appeler, lui dire là t'es en train de montrer des trucs très intéressants, Chris Jericho, je suis fier de toi. Parce qu'en plus Hayabusa c'est un con, c'est une merde, enfin bref, il va mal lui parler en souvenir bien entendu de la storyline. Il a beaucoup aimé ce qu'il a vu chez Chris Jericho, qui laisse quand même renfermer pas mal de frustration, parce que depuis qu'il a signé à la ECW, il était promis à très grandes choses, et malheureusement il erre dans la mid-card. Petit échange assez étonnant entre Benoit et Jericho, qui amènera, vous vous en doutez bien, c'est ici, un turn de Jericho. Bon bah voilà, est-ce qu'on peut le balancer directement? De toute façon, j'ai besoin de le balancer, je pense, au plus vite, alors je vais y aller. Heel turn de Chris Jericho, le turn est un succès. Derrière, le main event, Chris Benoit contre Steve Austin, match exceptionnel. Eh bien, ça sera un combat nul. Aucun vainqueur, 19 minutes 31, double count-out pendant le match. Christian Cage est venu attaquer Benoit et Austin, et les deux hommes sont restés à l'extérieur du ring et décomptés par l'arbitre. Compte de 10. Pas de vainqueur. De ce fait, pas de challenger désigné. Christian Cage qui continue de foutre la merde. Kimona DiBiase, qui n'était pas présente sur cette édition, va devoir prendre des décisions très importantes. 92. Benoît, Austin n'était pas content de ne pas gagner le match. Sachez-le, hein, Austin, il est un petit peu prima donna par endroit. Il fait un petit peu sa diva. Mais pour autant, 92, on conclut ça quand même de très très belle manière, mais avec de la hit, hein, le show de la hit. 90, correct, vu la région dans laquelle on a produit le show, j'ai trouvé que c'était quand même très très bien. 18 régions gagnent de la popularité. Je pense qu'Hardcore TV fera un meilleur rating malgré tout. On va le découvrir tout de suite. On a un 26.11 à battre d'un côté. Et ben c'est parti, allons voir qui a fait le meilleur rating. 26.10, Hardcore TV gagne d'un centième de point. Incroyable, incroyable. Grosse victoire pour Paul Heyman et Stephanie McMahon, c'est fou, c'est totalement fou. Tiens, il y a quelques petites opinions qui sont données, notamment Christian Cage qui dit que Spike Dudley ne connecte pas avec les fans.
peut-être pas rester dans la compagnie, quoi qu'il en soit. Le Sandman m'a contacté et me demande de me ramener dans le main roster. Alors par contre, je l'avais refoutu dans le territoire de développement pour qu'il puisse un petit peu s'améliorer physiquement, parce que c'était quand même la PLS, le Sandman, depuis son retour de blessure. Là, il refait, vas-y, remets-moi. Booking position de la AAA, ça m'intéresse pas, évidemment. Honor position AAA, mais pourquoi? Ah, mais attention, Antonio Peña, oh là là, le dirigeant, le président de la AAA, est mort. Il est décédé. Ah d'accord. Donc la AAA va être reprise incessamment sous peu, si j'ai bien compris. Ok. Ah ouais, Antonio Peña passes away, ok. Ah, triste nouvelle. La mort, tout simplement. La mort. Ok. Eh bien écoutez, il nous reste une dernière semaine de booking à faire. Et ben on est parti, les amis. Les Go Home Show avant Hardcore Even. J'ai bien vérifié, on aura bien Shawn Michaels contre Brian Pillman, les schedules sont respectés. Donc on est parti, on a un show le mercredi, on a un show le vendredi, et le pay-per-view aura lieu le samedi. C'est parti. On est parti pour ce dernier Hardcore TV, avant Hardcore Even. 15 446 personnes au New York Times Union Center, puisqu'on est bien évidemment dans notre belle région de la Tri-State, là où on est ultra populaire. On commence avec un Lance Storm qui va battre Jeff Hardy en 9 minutes 43 par soumission dans le pré-show. Jeff Hardy, petite performance en solo, c'était un petit peu pour le tester, je vois que ça marche bien, parce qu'il fait quand même une note de 80. Lance Storm conserve quand même du momentum, parce que, bon voilà, Jeff Hardy, même si c'est la moitié des champions par équipe, il peut s'incliner. Lance Storm, il pourra peut-être par la suite se dire, tiens, si je montais une équipe pour aller prendre en chaise les Hardy Boys, why not? 81, match décent pour ouvrir le pré-show. Derrière, match suivant, on va avoir Sidelico Junior et Cybernetico contre Moore et Helms. Osef 70, match décent vu les forces en présence, ça va, c'est pas non plus trop la mort. J'avais pas beaucoup utilisé Moore et Helms, donc c'est pour ça que je leur donne un petit match pour la déconne. Un petit match qu'ils vont gagner, voilà, c'est bien. Pas beaucoup de hits, par contre, sur le match, à noter. Norman Smiley contre Pitbull Wolf. Alors, Norman Smiley, gimmick getting stale, j'ai changé la gimmick parce qu'il était fun babyface, et ça marchait pas. Donc désormais il est happy-go-lucky, c'est-à-dire que même s'il perd, il est content, il prend toujours la vie du bon côté. Je termine la gimmick ici, je la complète, et elle est désormais very good, et quelque part tant mieux. Note de 72, ce qui est assez décent. Même si Norman Smiley, c'est pas le projet à long terme, c'est quand même le jobber de luxe, le bon vieux Norman. Victoire de Pitbull Wolf, on n'en parle plus. On commence le jeu, oh là là, la vache. J'ouvre avec du catch, et quelle bonne idée d'ouvrir avec du catch directement. Raven revient de blessure. Cactus Jack n'est pas là suite à l'assaut qui s'est mangé la semaine dernière de Raven et de Tommy Dreamer. Cult of EAP contre Karatech 2, qui est quand même une superbe main. Karatech 2, on peut les mettre dans des dispositions, des fois ça fait quand même des dingueries. 94, incroyable. Victoire de Raven sur Sensei Scorpio à la fin avec un Even Flow DDT. Je leur ai donné du temps, 20 minutes de match, parce que Karatech 2, très populaire, qui se sont battus, qui ont essayé de tout faire pour essayer de venir à bout de Cult of EAP, mais malheureusement non. Raven et Tommy Dreamer étaient les plus forts, des notes incroyables, 90 et 92. Scorpio et Gilbert font des très bonnes notes derrière, 94, excellent match. Et derrière, bien évidemment, Raven va défier Cactus Jack. Il va être interviewé par Jenna, Jenna elle vient faire l'interview. Raven qui défie Cactus Jack à Hardcore Even dans un match Extreme Seal, voilà, donc un match enfer en cellule, Extreme Cell, voilà, le enfer en cellule extrême, vous connaissez Hell in a Cell, mais la version ECW, avec des armes et tout ça, tout va bien. Tommy Dreamer, pas terrible quand il faut aller off-script, et apparemment sa gimmick est pas véritablement... Pourquoi il a toujours une gimmick de babyface, Tommy Dreamer, je l'ai pas changé. Va falloir que je fasse le nécessaire. À la fin, par contre, Raven, mec très sympa, il apportait un DDT à Jenna, parce qu'il faut quand même se faire respecter. À un moment donné, la pop Jenna se fait casser la gueule pour plus de hits sur la tête de Raven. Derrière, Rey Mysterio contre Chris Jericho. Alors là, c'était très intéressant de faire ce match-là, puisque Jericho vient de tourner heel, Rey Mysterio a du bon momentum. Pour autant, ça marche pas non plus exceptionnellement bien, puisque ça me fait qu'un 77. 12 minutes 40, c'est peut-être ça qui a pénalisé le match et la durée. Après, j'avais pas trop le choix, j'étais obligé de prendre une durée assez courte. Les notes, par contre, des deux mecs en individuel sont incroyables, 86 et 88. Chris Jericho et Rey Mysterio ont une super bonne chemistry. Ce qui est une excellente nouvelle pour la suite. Mais pourquoi ça merde? Pourquoi ça merde? Passe aussi à une hot storyline, ok. Pénalisé pour sa durée, ok. Inconsistance, tout ça, ok. D'accord. Mais pourtant, pas de grosse storyline. Et j'ai oublié. Ah, Booking Details. Attends. Booking Details. Normalement, il y a Hayabusa qui devait venir. Ah, mais j'ai oublié de le faire.
j'ai oublié de mettre Hayabusa qui vient distraire Chris Jericho, ce qui provoque sa défaite. My bad. Donc Hayabusa, il était là, il attendait le feu vert et j'ai oublié de le mettre. Donc voilà, c'est tout. C'est comme ça. 77, mais je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des gros bangers entre ces deux-là. Stephanie McMahon et Paul Heyman, évidemment, ça célèbre backstage avec Shawn Michaels. On a sorti le champagne. Ils ont battu Extreme Zone dans les ratings d'un tout petit centième de point. Attention, hein, mais là, pour eux, c'est la grande fête. Hein. Là, c'est l'éclat. On a sorti le champagne, c'est le bordel. Et Shawn Michaels va donner une idée à Paul Heyman et Stephanie McMahon. Il faut poursuivre dans cette grande lancée. Là, je suis prêt, etc. Alors, je suis prêt. Pas aller catcher tout de suite en un contre un, mais peut-être prendre la température. Shawn Michaels, il propose à Paul Heyman, pour améliorer le rating, d'annoncer le plus grand main event de l'histoire d'Hardcore TV ce soir, un gros match 3 contre 3, où il ferait équipe Shawn Michaels avec Scott Steiner et Lord Regal, contre Brian Pillman, Bam Bam Bigelow et Kurt Angle. Eh ben, c'est banco, on est parti, 86, très bonne note, on avance, et Billy Kidman avance à bas contre Kazayashi. Et ben Kazayashi va battre Billy Kidman et devenir le nouveau champion junior out of nowhere. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Ah non, victoire par count-out, donc la ceinture change pas de main. Alors attendez. Victoire par count-out. Je ne sais pas si la ceinture change de main. Parce que j'avais dit victoire un peu cheap, mais de ce fait, on sait pas trop. Je sais pas, il n'y a pas de nouveau champion. On verra bien. J'irai voir dans les détails tout à l'heure s'il faut changer les vignettes et tout. Pour l'instant, on reste avec Billy Kidman. Il y a incertitude. Non, normalement, non, il reste champion Billy Kidman. Shawn Michaels, Scott Steiner, Dirty White Girl, évidemment, aux côtés de Scott Steiner, Lord Alfred Regal, vont-ils pouvoir coexister? Ils ont un segment avant leur combat. Est-ce qu'ils vont pouvoir coexister? Parce que Shawn Michaels et Scott Steiner, il y a deux égos là qui tiennent pas dans la pièce. Il y a Regal qui essaye de calmer tout le monde. Mais bref, les échanges sont assez rigolos, comme vous vous en doutez. Et comme ça, en plus, toutes les storylines avancent. 88, bon segment, pas de problème. Derrière, le combat me fait une excellente note de 92. C'est très bien, c'est très bien. Décrit comme exceptionnel, Shawn Michaels, Scott Steiner et Lord Alfred Regal vont battre Brian Pillman, Bam Bam Bigelow et Kurt Angle. Quand Shawn Michaels va battre Kurt Angle après un switch in music. Pendant le match, Paul Heyman est venu distraire Brian Pillman, justement. Kurt Angle, le weak link. Alors le weak link avec une note de 73. Hein. Moi, des weak links comme ça, j'en veux tous les jours. Et puis justement, il est là pour essayer de s'habituer justement à la grosse scène hein, qui devrait se profiler pour lui à l'avenir. Derrière, on a des notes super. Hein. Pillman fait un 93, Scott Steiner 90, Shawn Michaels fait un immense 95. Voilà. Pillman, Shawn Michaels, ça va être quelque chose. Fin du show, 90, note correcte. Est-ce qu'on va aller battre le 26.11 ? Je ne sais pas s'il y aura des occasions de célébrer des nouvelles victoires dans les ratings. Je ne sais pas encore quoi va proposer pour l'instant. Et regardez, 25.84, ça reste quand même très très solide. C'est un peu en baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça reste quand même totalement acceptable. Alors Kidman, oui, il se plaint d'avoir perdu contre Kazayashi. Le mec, il est comme ça. Et pourtant, et oui, non, et oui. Et Billy Kidman reste quand même le champion Cruiserweight. Ok, ça me va. C'est pas si mal. Et ben on est parti. Vous savez qu'est-ce qu'il nous reste? Extreme Zone à bouquet, Hardcore Even. Ça sent bon, ça sent très très bon à la ECW. Nous sommes à Boston, dans la Nouvelle-Angleterre, région dans laquelle nous sommes en effet très populaires pour ce dernier Extreme Zone, la veille de Hardcore Even, avec une carte là qui pour le moment est stacked. Hein, la carte là, oula. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire coordonner autant de combats ultra importants, mais c'est tout ce qu'on aime, hein, de toute façon, c'est d'essayer de booker ça le plus intelligemment possible. Perry Saturn contre Easy Bucks dans le pré-show, on s'en bat les couilles, 72, victoire de Perry Saturn. Ah ouais, sur Easy Bucks, 11 minutes 52, RAS. Easy Bucks s'est blessé, Chronic Shoulder Pain. Ah, Chronic Shoulder Pain, on va voir, ça va pas être une blessure qui va l'écarter des rings, mais qui va affecter ses performances. Tatanka contre Pitbull Wolf, alors ça me fait un solide 81, tant mieux, bah ouais, carrément. Et victoire de Tatanka sur Pitbull Wolf. Bah les deux ont des bonnes perfs, hein, généralement, donc 81, ça se ressent bien, c'est pas mal. Fatal 4-way pour la décolle entre 4 gens qui... comme ça. C'est même Kid Cash qui fait la meilleure des perfs, et bah justement, c'est Psychosis qui gagne. À la fin, voilà. Il y avait Kid Cash, il y avait Super Crazy, il y avait Psychosis, Toshiaki Kawada. Mélangeons tout le monde, et puis voilà, ça fait un 78. Osef. La carte principale va débuter directement avec de l'action, il y a un gros match 4 contre 4 avec toute ma compétition par équipe, Violent Conduct, les Dudley Boys, les Hardy Boys, enfin contre les Hardy Boys, et Rob Van Dam et Terry Funk. Victoire des Babyface, parce que des fois c'est bien aussi que les Babyface gagnent les matchs. Rob Van Dam bat Bubba Ray Dudley avec le vent Terminator. Bubba Ray Dudley, le gros problème c'est qu'il est encore blessé.
pour 2 mois. Il peut catcher, mais ça affecte quand même beaucoup ses performances. C'est pour ça que j'irai pas vers un Jeff Hardy Matt Hardy contre les Dudley Boys à Hardcore Even. Et étant donné qu'on a également une storyline avec Terry Funk, Rob Van Dam, Al Snow et Abyss, je pense que ça va partir dans un gros match à 4. Les fameux Mayhem match là, que je fais avec 4 équipes dans une cage. C'est toujours très très bien, ça me fait toujours des excellentes notes. Je vais partir avec tout ça, et pour Bubber et Dudley, c'est dommage, blessure. Je vais peut-être l'écarter un petit peu des programmes, le temps qu'ils se remettent bien. Peut-être que je vais tenter un truc avec Devon en solo, depuis le temps que j'en parle, et que Devon fait aussi des très très bonnes perfs en solo. Il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. 89 quand même, match plutôt décent, et les storylines avancent, et même gain de late, par endroit. Jericho, alors Jericho, là c'est quand même le gros test. Alors c'est dommage, ça va faire perdre de la hit à la storyline contre Hayabusa, ça c'est dommage. Mais Jericho c'est le gros test, je lui donne des promos au micro justement pour chambrer ses adversaires, étant donné qu'il est en programme avec Hayabusa, ça me fait qu'un 69. Ça me fait qu'un 69, il va falloir travailler autrement avec Jericho. J'ai pas utilisé Jenna dans le rôle de l'intervieweuse, histoire de vendre un petit peu ce qui se passe, mais j'ai Sonny également qui peut se rendre disponible dans ces cas-là, et c'est pas terrible. 69, déconvenu total. Ouais, c'est une déconvenue. Chris Jericho fait équipe avec Kazayashi derrière pour affronter Next Wave, et on a un petit passement au cœur parce que c'est la dernière fois qu'on verra Next Wave en action et c'était une superbe équipe, Hayabusa, Billy Kidman. Et ben ils vont perdre, parce que Jericho il bat Hayabusa par soumission et j'en ai plus rien à foutre de faire perdre Hayabusa, donc c'est Hayabusa qui perd malgré que le mec laque une immense note de 93. Un match incroyable, et oh merde, Jericho s'est blessé. Oh, separated shoulder, blessure de Jericho sur le combat, aïe 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 aïe. J'ai des plans qui vont tomber à l'eau, des plans très importants je peux pas vous en parler. J'ai des plans immenses qui tombent à l'eau si Jericho est absent pendant longtemps. Et separated shoulder, j'ai l'impression que c'est pas la blessure qui dure une semaine. Ah putain, horrible. Très mauvaise nouvelle, très très mauvaise nouvelle. Kurt Angle, Juventud Guerrera, note de 81. C'était juste histoire de donner du momentum à Kurt Angle avant d'aller affronter Lord Alfred Wiegel au pay-per-view pour le championnat télé. 8 minutes 26 par soumission, victoire avec un ankle lock, on n'en parle plus. Ça me fait même un bon 81 quand les mecs font des perfs de 73 et 72. Ça me va. Bret Hart. Bret Hart. Parce que là, il y a un gros problème. Bret Hart, il sait pas qui il va affronter, il sait pas si ça va être Austin, si ça va être Benoit, si ça va être Christian Cage, si ça va être les 4 à la fois. Et ben tu sais quoi, Kimona, au vu de la situation, vu que tu peux pas prendre de décision, moi je te conseille. Vu que ce soir, il y a un triple threat match, j'ai oublié d'en parler, qui est prévu entre Christian Cage, Benoit et Steve Austin, moi je te propose qu'on y aille. Allez, fais un four-way. Kimona, elle est encore indécise. Le main event me fait, comme vous le voyez, une incroyable note de 99. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment que ça allait bien marcher, match décrit comme exceptionnel, si ça se trouve on fera pas mieux en pay-per-view, donc qu'est-ce que vous voulez? Christian Cage, Steve Austin, Chris Benoit, et ben victoire de Christian Cage, histoire de foutre la merde, qui va battre Benoit par pinfall après une intervention de Ted DiBiase, comme d'habitude. Christian Cage remporte la victoire, et de ce fait, mais qu'est-ce qu'on fait? On est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé de les amener au main event, tous les 3, tous les 4, tous les... Et ben voilà. De ce fait, Kimona, elle prend la décision, elle vient au ring, elle annonce que ce sera un Fatal 4-Way pour le titre de Bret Hart, le championnat de la ECW, entre Bret Hart, bien entendu, qui défend, Chris Benoit, Christian Cage, Steve Austin. Et Austin, dès lors qu'il entend ça, lui qui voulait Bret Hart en 1 contre 1, il va mettre des stunners à absolument tout le monde. Voilà, excellent segment qui me fait une note de 100, bien évidemment, tout est bien. Tout est beau. 95 pour la note finale. Là, c'est note... On y va. C'est costaud. Très costaud, même. 95, ça va. On est légèrement en baisse. Par rapport à Hardcore TV, on fait un rating de 25,81. Ce qui fait qu'Hardcore TV est en tête pendant 2 semaines consécutives. Mais là, j'avoue que la blessure de Chris Jericho, 17 jours, je ne peux pas l'utiliser. Il ne sera pas au pay-per-view, malheureusement. Et c'est très problématique par rapport à un plan que je voulais mettre à exécution. De ce fait, ils peuvent toujours faire des angles. Jericho peut faire un angle. Ok. Mon plan peut toujours se tenir. Mais bon. Mais le plan peut quand même se tenir. Mais bon. Il y a un petit mais bon quand même, mais le plan peut quand même se tenir. Alors, tant mieux. Voilà. Très bien. J'avance. On est parti. De toute façon, il n'y a plus rien qui peut nous retenir. Hardcore Even.
prenez une grande inspiration chez vous, une immense inspiration, parce que ce pay-per-view-là risque d'être totalement étonnant et détonnant, tout à la fois. Let's go! Hardcore Event, direction la Californie. Et oui, petit risque pris de ma part, puisqu'on fait à peine 12 000 personnes. Bon, ok, on change un petit peu, on se donne des challenges, on se donne des défis. Justement, c'est ça qui est intéressant. La carte, elle est ouf. Elle est ouf. Ah non, mais là, tout ce que vous aimez, hein, des twists scénaristiques dans tous les sens. Oh là là, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, dans le pré-show, évidemment, ça, on s'en fout un peu, c'est histoire de faire travailler tout le monde. Sidelico Junior et Cybernetico vont perdre contre Moore et Helm, 63 au ZEF. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer derrière, c'est qu'on a notre traditionnelle bataille royale de pré-show pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de la télévision, et là qui va être nul autre que monsieur Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, qui va gagner cette bataille royale. Alors Tommy Dreamer, il n'a pas de boulot plus tard dans le show. Il accompagnera peut-être Raven, justement, pour son match contre Cactus Jack. Donc c'était la plus grosse star, bien évidemment. Ça a duré 20 minutes, ça m'a fait un rating de 75. Le top 5 à la fin, enfin le top 4 à la fin, c'était Jesus, Tatanka et Sensei Gilbert. Jesus a été le dernier éliminé. Tommy Dreamer remporte la bataille royale. On n'en parle plus. Direction, la carte principale, et déjà, on commence très très fort avec un premier match de championnat, les amis, le match pour le championnat de la ECW, Fatal 4-Way, Bret Hart contre Steve Austin, contre Chris Benoit, contre Christian Cage. C'est parti, ça me fait une excellente note de 99. Bret Hart, Steve Austin, Christian Cage, Chris Benoit, et bien Bret Hart va conserver le championnat de la ECW dans ce Fatal 4-Way par élimination, je le précise. Benoit était le premier éliminé, Christian Cage ensuite, et finalement on a terminé sur un mano à mano très attendu, très anticipé entre Bret Hart et Steve Austin. Et Bret Hart va remporter la victoire de manière un peu douteuse. Pied dans les cordes, pas très stratégique. Chris Benoit était revenu faire une distraction, et surtout, à la table des commentateurs, il n'y avait nul autre que monsieur Chris Jericho, qui était là, qui lui aussi a parlé que quelque chose de spécial allait se passer ce soir, que le monde n'était pas prêt, et on le verra notamment dans l'après-match. Et cet après-match, croyez-moi, il est pas banal. Austin se prend de la tête, bien évidemment, avec Bret Hart pour cette victoire honteuse, et se fera attaquer par Chris Benoit et Chris Jericho. Mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'une nouvelle Hart Foundation. Bret Hart, Chris Benoit, Chris Jericho, tous membres du célèbre et très réputé Donjon des Hart. Et oui, vous l'aurez compris, c'est un heel turn pour Bret Hart. Et oui, bon, le turn ne marche pas très bien. Il va y avoir, oui, évidemment, le mec il vient d'arriver, gros babyface, qu'est-ce que c'est que cette star, etc. Il se prend des trucs dans la gueule, etc. Austin se fait poutrer la tronche. La performance d'Austin d'ailleurs est apparemment fantastique. Chris Jericho underwhelming, mais Chris Jericho, je pense que c'est le genre de programme qui pourrait essayer peut-être de l'amener plus loin. Même si Chris Jericho, on le sait désormais, il est blessé pour une longue période, donc il aura un rôle un petit peu plus en retrait. Mais attention, ce n'est pas tout. Cette alliance, elle tombe à point nommé et va également avoir un petit rôle à jouer un peu plus tard. Lord Alfred Wiggles contre Kurt Angle, et ben mes amis, ils vont me faire quand même un solide match qui me fait une belle note de 82. Victoire de Lord Alfred Wiggles sur Kurt Angle, malgré tout. Première défense de son championnat télé pour Lord Alfred Wiggles, qui me fait une performance de 83, 74. La storyline avance, perd un peu de hits, mais rassurez-vous, elle ne se terminera pas là. Pas tout de suite en tout cas, pas tout de suite. Derrière, gros segment, gros angle, puisque voilà, cette nouvelle fondation qui vient de se créer autour de Bret Hart va à la rencontre de nul autre que Brian Pillman. Et on connaît la relation entre Brian Pillman et le Donjon des Hart. Le début de la carrière de Brian Pillman, c'est au Canada, à la Stampede Wrestling. C'est un ami très très proche de Bret Hart. Et justement, Bret Hart, il vient de la faire à l'envers à l'autre super ami de Brian Pillman, à savoir Steve Austin. Alors, on fait quoi? Surtout que ce soir, Pillman lui dit: Bret Hart, t'affrontes Shawn Michaels, qui est un de mes ennemis de toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Brian Pillman, il est là, il dit les mecs, quoi que vous fassiez, je veux que ce soir, contre Shawn Michaels, ça se déroule, tu vois, dans les règles de l'art, ça soit clean, je suis capable de le battre sans votre aide. Et les Hart disent réfléchis bien, parce que notre aide pourrait être très très précieuse
pour te hisser au sommet et rester... La Hard Foundation imagine quand même, si tu es à nos côtés, l'impact que vous pourrez produire à une échelle planétaire. Voilà. Brian Pillman, il est particulièrement hésitant sur le truc et on verra ça un petit peu plus tard dans la soirée. Ouh, l'excitation. Ouh, elle est en train d'arriver. Oh là là, oh, je le sens. On est parti, un gros 93 pour le Pure Massacre 4-Way Tag Team Match, comme d'habitude. Hein, ça, c'est des matchs toujours assez excellents. Violent Conduct contre les Dudley Boys, contre les Hardy Boys, contre RVD et Terry Funk. Eh bien, victoire des Dudley Boys qui restent les champions par équipe. Deuxième défense de leur championnat par équipe de la ECW. Abyss, c'était le weak link. Ah ouais. Même en dessous, putain. Mais Abyss... Ah merde, il s'est blessé. Broken Ribs. Ah, le pauvre. Il fait même le weak link en dessous de Bubba Ray Dudley, qui fait quand même une performance de 82 d'ailleurs. Abyss fait un 70, alors que c'est quand même un mec qui est plutôt coutumier du catch hardcore. La storyline Dudley Boys et Hardy Boys se termine ici. Par contre, Terry Funk et Rob Van Dam vont continuer de feuder avec Al Snow et Abyss. Apparemment, Terry Funk était le dernier éliminé. On a fini avec Jeff Hardy contre Terry Funk, quand même, parce qu'apparemment... Attends, Abyss premier éliminé mais blessé, Matt Hardy, ah ouais, Jeff Hardy il a tenu tout seul quasiment jusqu'à la fin. Rob Van Dam éliminé par Al Snow, on va dire, et Terry Funk, Jeff Hardy quand même, belle grosse performance de Jeff Hardy, qui signe d'ailleurs une note Jeff Hardy de Jeff et Matt Hardy. Ils font un 86 et un 85, hein, en équipe c'est quand même plutôt solide. 93, très très bon match par équipe. On poursuit. Oui, Abyss blessé, merci monsieur Harley Race. Merci. Matt Hardy me dit, je suis pas très bon en match hardcore. Rob Van Dam, je suis pas très bon en match hardcore. C'est tout. Jeff Hardy, lui, ça va. Il fait des matchs hardcore, tout va bien. Scott Steiner, qui va terminer son programme avec Bam Bam Bigelow, nous claque une promo où il nous dit que Bam Bam Bigelow, il est gros. 82. Et ben on est parti. On a un Street Fight match qui me fait une très bonne note de 90. Et Scott Steiner va à nouveau battre Bam Bam Bigelow. Pour conclure ici le programme, Scott Steiner fait une note de 81. Une très bonne note de 87 pour Bam Bam Bigelow. La storyline se termine. On arrête là. Et c'était très bien. Ça, on finit sur un gros 90. Très très belle note pour un nouveau match de ce pay-per-view. Nous poursuivons. Cactus Jack en interview avec Jenna Jameson qui porte une minerve, justement. Il s'inquiète, il lui a offert des fleurs. Il est très gentil, Cactus Jack. Mais ce soir, sa gentillesse, elle s'arrêtera, puisque c'est parti, c'est la guerre, c'est l'enfer en cellule. La cellule de l'extrême pour Cactus Jack et Raven qui s'affrontent dans un tout petit instant. On est parti, un match qui me fait une excellente note de 99 là aussi. Match décrit comme exceptionnel, Raven va battre Cactus Jack. Aïe aïe aïe, injustice de la hit. En 20 minutes 22, pinfall après un even flow DDT pendant le match. Toby Dreamer, évidemment, a fait un run-in, il a passé la cage, il est venu aider Cactus Jack. Et finalement, il restera le plus fort. On part un peu sur l'angle de blessure, hein, même si c'est Raven qui sustain a torn pectoral. Blessure pour Raven. Alors, je voulais écarter Cactus Jack. J'espère que la blessure pour Raven n'est pas trop grave. Il passe beaucoup de temps blessé quand même. Raven, malgré tout, il vient à peine de revenir que déjà, il se pète à nouveau. Je ne sais pas pour combien de temps on le découvrira, mais c'est vrai qu'on fait un peu les cons. Christian Cage, après sa défaite contre Bret Hart et tout, dans le Fatal 4-Way, il a une grosse prise de tête avec Ted DiBiase. Et il se sépare. Il dit, Ted DiBiase, tu me casses les couilles, tu dégages. Parce que Ted DiBiase lui met du plomb dans la tête en disant, tu ne laisses pas intimider, parce que Bret Hart, il a fait partie de tes mentors par le passé, sois pas un esprit faible, t'as bien vu que tout va mieux pour toi depuis que t'as décidé de prendre ton envol, de te séparer de Sex Hard Castle. Et là, Christian Cage, il s'est vénère d'un coup, il a dit, ne prononce pas le nom de celui qui a été mon meilleur ami. C'est trop dur. Christian Cage se barre et dit à Ted DiBiase, va te faire foutre. Voilà, et il se casse. Christian Cage fait un super travail, etc. 80 pour descente. Ils ont pas beaucoup de temps, 3 minutes, parce que voilà. Billy Kidman, Rey Mysterio, Kazayashi, Hayabusa, histoire de calmer les gens. On dit au revoir à Hayabusa. Voilà. Et Rey Mysterio est le nouveau champion junior. Putain, le titre, j'en ai un peu rien à foutre, mais bon, Rey Mysterio, champion junior, allez. Peut-être faire quelque chose de mieux avec tout ça, enfin bref. C'est peut-être le titre de trop dans la compagnie. Tu vois, des fois, tu te dis, tu regardes le catch, tu fais, mais il y a pas un championnat en trop. Et c'est vrai que celui-là, il est toujours là, prévu pour calmer un peu les esprits. Bon, ça me fait un très bon 79, cela dit. Et si j'avais mis ça dans d'autres configurations, ça aurait fait une meilleure note. Billy Kidman fait un horrible 67. Horrible 67. Après, on est dans une région où on est moins populaire. C'était très très volontaire de ma part. 79, ça me va. Ça me va très bien, puisqu'il faut calmer les esprits. On a eu plein de bangers, et on a un match immense qui arrive un petit peu plus tard. Paul Heyman, Stephanie McMahon,
Ils vont voir Kimona DiBiase, ils sont pas contents. Alors si, ils sont contents, parce que déjà, ça fait 2 semaines d'affilée qu'ils battent Kimona dans les ratings, donc c'est champagne, etc. Mais dis donc, Kimona, t'avises pas à ce que les mecs de ta branche, là, Bret Hart, Jericho, Benoît, tout ça, ils se mêlent de notre combat de championnat? Parce que ça va pas du tout le faire, ça va pas aller. Déjà que tu te sers de notre show pour pouvoir promouvoir tes combats par la suite, que là, tu viendrais interférer dans une véritable compétition pure. Je veux bien que vous soyez des sauvages dans votre truc, mais là, Shawn Michaels contre Brian Pillman, faut quand même pas gâcher cette affiche, c'est quand même exceptionnel. Kimona, un peu emmerdée, elle dit rien, mais elle envoie chier tout le monde, et Stephanie McMahon, elle est nulle sans script d'ailleurs, donc Stephanie McMahon, elle s'en est pris plein la gueule. Kimona, elle était forte pour la 84. On est parti. Le main event. Brian Pillman contre Shawn Michaels. J'ai caché involontairement les notes, évidemment. Y a-t-il de la déception, de la joie sur mon visage? Ça, vous le découvrirez dès lors que je vous aurai décrit un petit peu ce qui se passe dans tout ça. Mais sachez une chose, c'est que Brian Pillman et Shawn Michaels ont une bonne chemistry quand ils s'affrontent. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Dans un match qui a eu du sensationnel catch, une fantastique hit, Brian Pillman va battre Shawn Michaels dans ce classique ECW Rules match en 19 minutes 46 après un Air Pillman. Mais pendant le combat, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Pendant le combat, Bret Hart et le Donjon des Hearts sont venus aux abords du ring et ont distrait Shawn Michaels. Voilà. Ça a distrait et Shawn Michaels et Pillman, mais ça a surtout distrait Shawn Michaels. Et derrière, Bret Hart était peut-être prêt à arriver aux abords du ring pour passer à l'action, mais à quelle action? Attaquer Pillman, attaquer Michaels, intervenir sur le combat, et qui arrivait de nulle part? Steve Austin est venu repousser tout le monde dans les backstage. Il est venu mettre des stunners. Alors il y a Benoît qui s'est repris un stunner, Bret Hart et Jericho ils ont su esquiver. Bon, Jericho il arrive avec tu vois, le bras en écharpe, c'est un peu compliqué. Le match s'est terminé dans de bonnes conditions, victoire de Brian Pillman dans un combat qui me fait une note de 91. Un peu décevant cela dit, un poil décevant. Après j'y étais, hein, j'ai mis spectacle, etc. Alors j'aurais mis Carcrash, j'aurais peut-être fait une meilleure note, mais c'est pas grave, j'ai encore 2 apparitions de Michaels qui sont programmées, donc on pourra peut-être encore faire des gros bangers avec Shawn Michaels, y a pas de souci. Peut-être attendre un peu parce que, surtout, le plus important, c'est l'angle qu'il va y avoir après le combat, où Austin vient célébrer avec Pillman, Bret Hart et toute sa clique sont aux abords du ring, et là, arrive du public. Les mecs commencent à se faire encercler, tu vois. Ils sont encerclés. Christian Cage arrive du public, et c'était pas le seul, puisque arrive aussi, de l'autre côté, Sexton Hardcastle. Sexton Hardcastle qui fait son retour, mais que fait-il, Sexton Hardcastle? Va-t-il s'allier avec Pillman et Austin contre Bret Hart, Benoît, Chris Jericho et Christian Cage? Eh ben non! Grosse alliance de Canadiens! Sexton Hardcastle qui attaque tout le monde et qui fait un gros câlin à Bret Hart. Bret Hart a réuni tous ceux qui sont passés par son donjon auprès de lui et monte un clan de 5 catcheurs totalement incroyable. La nouvelle fondation des Hart prend un revers le monde du catch et prend désormais le contrôle de la ECW. Austin, Pillman, ils se font défoncer la gueule. Les gens huent, ils balancent des canettes, ils balancent des trucs, il y a un bordel pas possible. Bret Hart a réussi son coup, il va prendre le micro, il va insulter tous les Américains, il va vous dire c'est de la merde, et ce que vous faites à la ECW c'est de la merde, et il n'y a aucun respect pour les catcheurs qui se bougent, et vous allez préférer applaudir un mec qui boit de la bière, et vous allez préférer applaudir un mec comme Pillman, qui est totalement instable, alors que nous, on est l'excellence de l'exécution, on est la nouvelle Hart Foundation, ça va chier la ECW. On va vous retourner, on va vous soulever, on va soulever tout le monde. Il n'y a pas de Paul Heyman, il n'y a pas de Kimona DiBiase, il n'y a personne qui pourra nous diriger. On est au-dessus de tout. Waouh. Alors les 5 mecs là, là c'est costaud. Rating 200 bien évidemment, gros rating 200, énorme rating 200. Je fais mes petits speeches. Bon, j'ai donné des bisous à Rey Mysterio, à Bubba Dudley, à Toby Dreamer. Bon, ils sont contents, tout le monde est content, voilà. C'est un petit peu ceux qui étaient peut-être en tendance à dire ouais, ça déconne, mais bon, là ça va. Là ça va, comme ça les petits speeches sont bien passés. J'aurais dû bien parler à Roddy Piper également. Parce que Roddy Piper il fait la gueule. Minor Morales Issus depuis longtemps. Ah ouais, j'aurais dû bien parler à Billy Kidman, qui a des Morales Issus parce qu'il a perdu. Bret Hart il a des Minor Morales Issus, ah ouais? Ah ouais, pour quelle raison? Ah, parce que son turn n'a pas bien marché. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Bon, écoute, entre nous... Ok,
tiens, là 24 000 balles. Ouais, il faut donner un petit peu plus hein, pour qu'ils se sentent mieux. Hein, donc, parce que c'est des gros salaires. Donc là, là, faut pas avoir peur. Faut donner des gros sous, des bons gros sous. Mais on va pas se mettre Bret Hart à dos tout de suite. Donc, Nouvelle Art Foundation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Sex Art Castle, nous dit Chris Jericho. C'est de la promo. C'est promo, c'est de l'argent. Attention, il faut lui donner plus de temps d'antenne. Alors, la dernière fois qu'on lui a donné une promo, il a fait une note de 69. C'est pas terrible. TV rating pour Hardcore Event 99, 9.16. Et on fait un buy rate de 0.77, qui est pas mal. Raven s'est blessé, Abyss s'est blessé. Anthony Durante des Pitbulls est devenu musculard. Ah ouais, bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y aura peut-être un petit peu plus de star power. Les blessures. Ah, Raven, 31 jours. Chris Jericho, 16 jours. Je me serais attendu à pire. 15 jours pour Abyss, 2 mois pour Bubba Dudley, il a 2 mois et 2 semaines pour Easy Banks. Il va falloir un petit peu redistribuer les cartes et je pense que pour le prochain épisode, qui sera le numéro 57, si je dis pas de bêtises... Quoi, Sturie, il y aura un prochain épisode? Évidemment. Évidemment qu'on se régalera, évidemment qu'on va poursuivre un petit peu toute cette histoire. Je ne sais pas quand, en espérant que ça soit pas dans 4 mois, ni dans 5 mois, ni dans 6 mois, ni dans... Je sais ce que vous allez dire, vous allez vouloir que ça arrive le plus tôt possible. Écoutez, je ne sais pas, ça m'a quand même fait plaisir en tout cas de refaire une session complète sur le jeu. Un mois complet, un bon mois de booking. Avec en plus de ça, notre bilan économique, on va y aller. On va regarder quand même les dernières petites informations. Hayabusa quitte la ECW. Savio Vega quitte peut-être WWF. Bon, va peut-être pas m'intéresser, hein, Savio Vega. Minoru Fujita, il veut sortir du développement. On verra bien. Qu'est-ce que... Les finances. Les finances, voilà, de l'argent. 1 500 000 dollars de profit. Les pay-per-view revenus sont très bons, les tickets de session. C'est plus, de ce fait, c'est plus intéressant. Je trouve les finances, parce que quoi qu'on fasse, désormais, on fait de la thune. Quoi qu'on fasse, on fait gaver d'argent. L'utilisation des workers, etc. Il y a un équilibre qui est très très bon. On est un peu intouchable, hein. De toute façon, on a quoi, 24 millions de dollars en poche. Tout ce qu'il faut aller chercher, c'est bien entendu les compagnies au-dessus de nous. Mais là, depuis très longtemps, j'ai pas été voir la size. Et regardez, le Midwest, on y est, 65. Le dernier obstacle pour passer au niveau national, c'est d'amener le Southwest, qui est à 61. Là où on s'est produit d'ailleurs pour ce show en Californie, le 61, il faut arriver à 65. On peut encore le faire. Pour moi, on peut encore le faire. On peut activer les bons leviers et y arriver. Vraiment, vraiment. Il faudrait pour un bien que pour le prochain épisode, j'aille faire un show à Kanto. On est à 84, la popularité, elle est extrême. Elle est extrême. Les popularités, elles sont très très fortes également en Europe. Mais vas-y, quoi. Vas-y, on va aller faire un petit show au Japon. On va pas faire parler les mecs, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose de ouf. Toshiaki Kawada, il peut faire une dinguerie. On sait jamais. Je suis toujours en partenariat en plus avec New Japan... pour échanger les catcheurs, échanger les talents, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. D'ailleurs, on a recruté Megumi Kudo qui va partir, elle, en territoire de développement du côté de EEW. Je sais pas, je me tâte à faire des matchs mix, je sais pas comment ça va être pris par la compagnie, si les mecs vont râler à l'idée de combattre contre des femmes, mais Megumi Kudo, elle a les stats les plus intéressantes pour faire même des combats hardcore, et ça me plairait de l'intégrer, donc je sais pas, on fait un petit test, on verra comment ça se passe. Les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Mais avant, attends, j'ai pas été regarder les titres. Ça y est, Héritage, on arrive à 84, le championnat junior est à 85, Prestige 87 pour le championnat télé, hein, qui perd un peu en prestige. Quelque part, c'est pas trop mal, ça redistribue les cartes. Bret Hart reste à 100. Les championnats par équipe sont à 100 avec les Hardy Boys. Le X-Ray Tournament, toujours détenu par Brian Pillman, 90, pas de souci là-dessus. Le Creative Meeting, tiens, dernier tour sur le Creative Meeting. Sex Art Castle, qui est quand même le franchise player devant Steve Austin, Shawn Michaels, Christian Cage et Brian Pillman. Derrière, on a Next Big Thing, Chris Jericho, Rey Mysterio, Jeff Hardy, Juventud Guerrera, Kazayashi. Jericho, Mysterio, Jeff Hardy, ça doit être les projets pour l'avenir. Avant, les Hot Prospects, pareil, il y a Jericho, Danny Inferno, ok. Rey Mysterio, Abyss et Juventud Guerrera. Talk the Talk, les meilleurs talkers, Steve Austin, Art Castle, Shawn Michaels, Brian Pillman et Christian Cage. Showstoppers dans le ring, évidemment Shawn Michaels, devant Sex Art Castle, Chris Jericho, Rob Van Dam et Brian Pillman. Les généraux du ring sont Shawn Michaels, Chris Benoit, Jericho, Sex Art Castle et Toshiaki Kawada. Qui a du momentum a pu savoir qu'en foot? Et bien Tommy Dreamer. Énormément de momentum. Devant Jericho, devant Raven, devant Rey Mysterio, devant Pitbull Durante. Je suis content que Jericho se retrouve dans les gens qui ont le plus de momentum. Qui n'en a pas? Brian Lee, Kid Cash, on s'en fout. Time Decline, Bret Hart, je ne sais pas combien de temps on va encore durer avec Bret Hart. Et Hayden James. Alors c'est toujours un peu compliqué parce que là je peux recruter personne, les mecs cassent mes Honor Goals. Mais bien entendu on va me recommander AJ Styles, Black Dragon, Fantasia, Danny Dominion, BG James qui est toujours
mais qui est pas, je trouve pas si intéressant que ça. Voilà, et là, je vous dis vraiment au revoir. C'était l'épisode numéro 56. De l'amour, bien évidemment, du partage. Et puis, ben, des pouces bleus. Moi, je peux réclamer quand même. On est en position de force là ou quoi? Des pouces bleus. C'était Sturie. Ciao, bye bye. Et rendez-vous pour le mois de juin 1999 sur TEW, ECW. À la prochaine. Ciao, bye bye.